Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans les Vendredis de la Recherche. Aujourd'hui, je reçois Romain Mio et Louis Baldasseroni. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour Yannick. Donc on va vous parler de pas mal de choses. Donc ils sont chercheurs en histoire et on a un événement qui est en préparation à l'université de Nîmes. J'ai le programme entre les mains, on a plein de choses à vous montrer. Voilà, ça commence déjà, ça leak les affiches, c'est directement. Donc on peut le dire, vous êtes là pour présenter Immortel Péplum. Est-ce que vous pouvez me dire déjà qu'est-ce que c'est et d'où vient l'idée de cet événement? Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un grand événement déjà. On a essayé d'être ambitieux sur cet événement. Pourquoi? Parce on va parler du péplum, donc on va parler du film qui porte sur l'Antiquité. Ça parle peut-être à beaucoup de monde ce terme de péplum. D'où ça vient? Ça vient d'une envie en fait de collaborer avec plusieurs partenaires locaux. L'envie de mettre en avant la romanité qui anime est quand même, on va dire, un petit peu notre marque de fabrique. De aussi établir des connexions avec le master qu'on fait ici à l'Université de Nîmes, le master Histoire vivante, et de s'inclure dans les grandes dynamiques qui sont, par exemple, le festival du film Péplum d'Arles, évidemment les journées romaines, les journées antiques organisées autour du spectacle, l'ancien spectacle des grands jeux romains. Voilà, c'est des initiatives qui nous ont un petit peu porté à vouloir nous inscrire et surtout inscrire un événement qui soit un événement scientifique pour lequel on puisse vraiment parler du péplum avec des spécialistes de la question. Très bien, merci beaucoup Romain. Donc pour vous présenter un petit peu le déroulement de cette émission, on va avoir toute une première partie où on va discuter un petit peu du détail du programme. On va parler péplum aussi un petit peu, puisque c'est pour vous donner un petit avant-goût des échanges qui auront lieu pendant l'événement. Et ce sera suivi par un format où Tom qui est là, salut Tom, et tu pourrais nous répondre quand même, fais un petit effort. Ok. Non, il n'a pas de micro aujourd'hui, il m'a dit ne m'adresse pas la parole, donc forcément je lui adresse la parole parce qu'il n'a pas de micro. Et donc ce sera suivi donc d'un format où on parlera un peu plus jeux vidéo, de Péplum sous format jeux vidéo, pour discuter un petit peu avec Romain. Louis, je suis pas sûr que tu restes sur la deuxième partie, ça tu nous disais que t'étais pris, peut-être, on sait pas. Oui, Ouais. voilà. Ok. Puis effectivement, le spécialiste du péplum ici et de la romanité, c'est pas tout à fait moi. Donc, on va laisser à chacun le soin d'exercer ses compétences. Très bien, donc voilà, donc là on va rentrer un peu plus dans le dur du sujet. Ben Louis, vu que tu en parles, est-ce que tu veux nous donner quand même ton domaine pour ceux qui ne te connaîtraient pas, ton domaine d'études principal, comme ça on voit aussi un petit peu les parcours. Donc moi, j'ai pas grand-chose à voir avec la romanité en fait, mis à part la localisation. Je suis enseignant-chercheur en histoire contemporaine et moi je m'occupe plutôt des risques de l'histoire des mobilités et notamment de l'histoire du transport de matières dangereuses. Bon, tu vas me dire, qu'est-ce que je fais là en fait? Je suis là surtout effectivement en tant que directeur des études du master Histoire vivante, Histoire publique, parce que ce colloque en fait, je le vois aussi comme une occasion de mettre en pratique tout ce qu'on apprend aux étudiants dans ce master, en l'occurrence transmettre l'histoire auprès du grand public. Voilà, parce que là en fait, ce colloque c'est un peu trois en un quoi, un colloque scientifique. Voilà, avec des intervenants qui font des présentations de haut niveau scientifique tirées directement de leurs recherches, des événements grand public, avec notamment les projections commentées au cinéma Le Sémaphore, et puis euh, dans les objectifs du master, effectivement, l'idée de faire le lien entre les deux. Et ça se matérialise par le fait qu'on a des intervenants qui sont pas issus du monde universitaire et qui dialoguent avec des universitaires, des auteurs de BD. Voilà. Un des intervenants qui est auteur de BD et archéologue. Un intervenant qui est président d'une société qui fait de la reconstitution historique. Voilà. Donc c'est aussi pour faire dialoguer tous ces mondes-là, ce qu'on fait au quotidien dans le master Histoire vivante que le colloque est fait. Très bien, merci pour cette présentation de tes thématiques et de la démarche aussi de l'événement. Si vous avez des questions, des remarques, des interventions à faire, n'hésitez pas, il y a un chat qui est là pour ça. D'ailleurs, on a Imiest qui nous dit hâte de voir le colloque et qui s'abonne en Prime. Et Trombone, si je lis bien, un colloque qui s'annonce passionnant, hâte d'y être. Ben, nous aussi, on a hâte d'y être. Et certainement encore plus Romain et Louis, puisque eux, ils interviennent dans le colloque où ils président des tables rondes. Voilà, ils sont là pour
effectivement gérer l'organisation, mais aussi prendre part aux échanges. Est-ce que vous pouvez me dire depuis quand vous vous êtes mis à la préparation de cet événement? Je trouve ça bien de donner un petit peu les coulisses de temps en temps parce qu'on ne se rend pas forcément compte que faire organiser ce type d'événement, on va vous détailler le programme, vous verrez qu'il est quand même très dense. On n'est pas sur un événement d'une demi-journée où alors c'est de l'organisation aussi, mais c'est un peu moins lourd. Ah, c'est une question intéressante parce que c'est vrai que c'est un projet qu'on monte pas seulement à 2, on le monte à 4, à vrai dire, avec Pauline Ducré de l'École française de Rome, qui fait partie de nos partenaires aussi pour cet événement, et Florian Besson, qui est lui spécialiste du médiévalisme, mais ce sont 2 spécialistes en fait qui gèrent la partie scientifique de ce colloque, c'est-à-dire vraiment qui se sont chargés d'en penser les axes et de recruter aussi les chercheurs qui sont venus. Alors, qui ont fait passer un appel à communication, hein, ça fait partie des habitudes dans ce milieu-là. Et je pense que ça doit faire bien 1 an et demi qu'on est sur le projet avec eux, qu'on a émis la première fois l'idée et qu'on a commencé à faire passer un petit peu les documents. De la toute première idée, effectivement, à là, l'organisation qui va se concrétiser dans 15 jours, on est à peu près sur 1 an et demi, 2 ans. Voilà. Ouais, donc une belle organisation. Donc je pose la question, mais j'avais été aux premières réunions, donc je me souviens bien que ça commence à dater un petit peu, encore que j'avais été intégré après votre début d'organisation entre chercheurs. Le péplum. Pourquoi le péplum? Alors, c'est même plus que le péplum, c'est le néo-péplum. C'est aussi pour ça qu'on a choisi le titre Immortel Péplum, parce qu'en fait, non seulement le terme, on en parle depuis bien plus de 50 ans, on y reviendra dans le colloque, mais là, on s'intéresse au péplum et à sa renaissance depuis les années 2000. Le point de départ de l'idée de faire ce colloque, c'était de dire il y a Gladiator 2 qui va sortir. Donc, au moment où on a commencé à en parler, Gladiator 2 n'était pas sorti, mais était annoncé. Et le point de départ, c'est de se dire, il sort 25 ans après Gladiator 1. Tiens, 25 ans, pour des historiens, ça commence à faire une bonne durée pour commencer à prendre un petit peu de recul. Voilà. Donc, on s'intéresse à ce renouvellement du péplum depuis 25 ans. Et donc, si je regarde le programme, alors on va pas forcément dévoiler tout ce qui va se passer, mais pour peut-être indiquer un petit peu plus de précision sur le déroulement, voir ce qui pourrait nous intéresser. En fait, on voit quand même qu'on a des approches très, très diverses sur la thématique du péplum. J'en relève que 2 ou 3. On a la conférence inaugurale déjà par Claude Aziza, c'est quand même une grande référence. C'est le péplum, histoire d'un mauvais genre. Donc déjà, on a une approche critique qui est assez forte. On a une table ronde sur les clichés du péplum. On a aussi une table ronde sur les féminisations, j'arrive pas à parler aujourd'hui, dans le péplum. Donc c'est que des exemples, mais pour montrer qu'on va avoir des angles d'attaque qui vont être très très différents et que l'approche se veut quand même assez exhaustive sur le genre. Et ça, c'est le propre de ce genre péplum qui est un peu un miroir des sociétés contemporaines. C'est-à-dire que le péplum a eu plusieurs phases. Une première phase avec les débuts du cinéma. Le premier péplum date de 1896, si je dis pas de bêtises, hein. Néron testant du poison sur des esclaves, un film qui avait été produit par les Frères Lumière à l'époque, donc ça fait partie des tout premiers films. Et dès les années 10, les années 20... C'était fun déjà. Oui, bien sûr. Non, on allait chercher dans l'Antiquité, dans les années 10, on va chercher dans l'Antiquité des éléments qui sont assez... il y a beaucoup d'éléments religieux qui viennent aussi au début du péplum, parce qu'il y a toute la dimension péplum chrétien, et ça c'est quelque chose qui traverse en fait l'histoire du péplum. Mais la représentation évidemment des combats de gladiateurs, la représentation aussi de la tyrannie de certains empereurs, c'est quelque chose qui traverse les gens. Et en fait, aujourd'hui le péplum, c'est un bon moyen d'interroger le renouvellement du genre. Ce que disait Louis, c'est le néo-péplum. Le néo-péplum, ce sont des thématiques qui portent en elles, alors depuis le début du genre, hein, les clichés. D'où la table ronde sur les clichés et cette question de qu'est-ce qu'on trouve encore comme cliché du péplum, parce que qui dit péplum dit imaginaire de l'Antiquité. En fait, et pour beaucoup, l'entrée dans l'iconographie de l'Antiquité, même dans la connaissance de l'Antiquité, passe par le péplum, voire aujourd'hui par le jeu vidéo péplum. Et ce genre, il reflète aussi les évolutions de la société, d'où ce thème des féminisations, par exemple, qui montre que le péplum a aujourd'hui évolué avec la société. Très bien.
Ça suit l'évolution de l'historiographie aussi, où on se pose en histoire, quelles que soient les périodes, de plus en plus de questions sur le genre, sur ce qu'on appelle la réception. Typiquement, le médiévalisme, c'est ça, c'est comment est-ce que les périodes anciennes, comme l'Antiquité, comme le Moyen-Âge, sont reçues aujourd'hui. Et ça, pour le coup, l'étude d'œuvres culturelles comme le cinéma, c'est absolument précieux pour ces problématiques-là. Complètement. Merci beaucoup. Donc pour rappel, pour les éléments pratiques, ça commence le jeudi 13, ça finit le samedi 15. Il y a des rendez-vous pendant 3 jours. Donc le programme est consultable sur le site web unim.fr, évidemment. Donc on a pas mal d'alternance aussi dans les formats, comme tu le disais Louis, avec peut-être pour le grand public des choses à prioriser, puisque plus accessible ne serait-ce qu'en termes horaires. Donc à 18h, on aura sur les 3 soirs des diffusions au cinéma Le Sémaphore, avec Agora le premier soir, Pompéi le deuxième soir et Icar le samedi soir. Du coup, donc jeudi Agora, vendredi Pompéi et samedi Icar. Mini correction, samedi après-midi, le dernier, c'est pas Ah, tout 18h, à fait. je crois que c'est 16h. Ok, pardon, erreur de ma part. Donc ouais, c'est 16h, mais pour un samedi, c'est plutôt bien, puisque Icar, on peut aller vraiment sur un film tout public pour le coup. Oui, oui, c'était l'idée d'un film familial qui soit le samedi après-midi aussi pour terminer le colloque. Très bien. Donc le vendredi 14 février, évidemment, si vous avez envie de passer une soirée romantique en compagnie de nos invités, rendez-vous. Ce sera une soirée romantique en Oui, 2 mois. voilà. Et si on veut faire une vraie soirée Rome antique, c'est les Lupercales qu'on fête et pas la Saint-Valentin. C'est beaucoup plus fun. Il s'agit de se mettre des coups de fouet découpés dans de la peau de chèvre. Voilà. Très bien, ça c'était une blague d'historien. Alors je suis pas sûr que vous étiez tous prêts à l'entendre. C'est pas une blague, c'est un fait historique. Et Yannick, donc H de Fer nous dit ça a l'air super intéressant. Les Lupercales. C'est moi qui rajoute le ton. Hein. Mais donc voilà, donc les rendez-vous sont calés. Moi j'aimerais bien vous poser une question peut-être avant de terminer cette première partie de l'émission. On a parlé un peu des clichés dans le péplum. Vous, quand vous regardez un péplum ou dans les choses que vous avez vues dans les péplums, c'est quoi le cliché qui vous a le plus plu, avec un peu de second degré? Alors là, il y en a tellement en fait, des clichés dans le péplum que ce serait difficile. Les Anglais n'appellent pas les films péplum, ils appellent ça Sword and Sandals. Okay. Épée et sandales, quoi, tout simplement. Et c'est un peu transparent, mais je trouve que c'est bien parlant. Épée et sandales. Moi, c'est un peu différent. Moi, mon cliché, c'est les trompettes. C'est systématiquement, on va avoir un moment. C'est plutôt sur le péplum classique qu'on va trouver ça, mais je pense qu'on le trouve encore dans Gladiator. C'est l'entrée dans la ville avec systématiquement. Et ça, c'est vraiment un cliché que j'aime bien. Il n'y avait pas de trompette? Tu es en train de casser le mythe. Il n'y avait pas de trompette, c'est ça que j'ai pas dit ça. C'est pas forcément faux. Oui, voilà. C'est surtout répété, c'est des mêmes motifs qui se répètent. D'accord. Mais dans les trucs faux, il y a le grand classique, c'est de mettre des Romains en armure de fin de l'Empire, enfin du début de l'Empire, alors que on est dans des périodes, enfin les équipements, effectivement, les équipements de gladiateurs, ça on connaît ce cliché qui est vraiment un grand classique où on leur met des casques médiévaux. Voilà, alors le péplum, c'est un genre qui vient du costume, c'est un genre qui vient de l'image, c'est un genre qui vient précisément de cette iconographie. Et c'est d'ailleurs la différence avec quand on fait la classification des films, ça a été bien démontré par Frédéric Lambert qui a fait sa thèse là-dessus, c'est que d'habitude, on parle de films d'horreur, on parle de films de comédie romantique, on parle de sentiments dans la classification des films. Encore une fois, romantique en 2 mots ou Ouais. Okay. Le péplum, nouvelle comédie romantique. Et voilà, et là pour le coup, la comédie rome antique du péplum, c'est pas un sentiment qui est mis en avant, c'est un costume. Péplum, ça vient de péplos, qui est du grec, qui signifie un vêtement, une tunique. Et typiquement, ça part du costume, ça part d'une ambiance iconographique pour aller vers un genre. Contrairement au reste du cinéma, à part le western, qui lui aussi a une connotation différente d'un genre lié à une émotion. Ouais, moi, ce qui me marque dans le péplum, c'est effectivement, en termes d'ambiance iconographique, c'est les scènes de repas. Où c'est vraiment l'abondance, la surabondance de couleurs, parce qu'en général, moi, les décors pourpres, les dorures,
Voilà, bah, typiquement, c'est pour ça que j'adore cette affiche qu'a réalisée Marine Alexandre. Moi, je la trouve super classe parce qu'effectivement, du point de vue des clichés du péplum, il y aurait beaucoup à dire, Ouais. ne serait-ce que du point de vue des couleurs. Voilà, bon, il n'y a pas de trompette, mais la couronne de laurier, je pense que c'est pas mal non plus. Oui, grand classique. Mais voilà, les scènes de bouffe, effectivement, avec les décors surcolorés, les vêtements, les drapés, et puis évidemment les aliments, tous plus riches les uns que les autres. Voilà, moi c'est ça qui me fait marrer dans le Ouais. péplum. L'iconographie du banquet qui a été très très marquée par le satirique conte Fellini notamment, qui a donné ensuite, que nous on a connu sans savoir d'où ça venait, par Astérix. Parce que les scènes d'orgie et de banquet dans Astérix sont toutes inspirées de cette scène de cinéma, qui est une scène extrêmement célèbre, qui met en scène ce que décrivait Louis, c'est vraiment la démesure au moment du banquet. Avec les coiffures, bref, tout ça. Bref, vous l'aurez compris, Romain et Louis sont intarissables sur le sujet et c'est une bonne chose, ils sont passionnés en tout cas et moi ça me fait très plaisir de voir que cet événement a lieu enfin parce que c'est un gros événement en termes d'organisation, en termes d'infrastructure, en termes de partenariat. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire, donc c'était pas une mince affaire d'arriver à le monter. Donc là, le programme est sorti, les intervenants sont prévenus, les salles sont réservées. On est vraiment dans la dernière ligne droite. Donc c'est vraiment une fierté pour nous à l'université d'avoir ce genre d'événement qui peut finalement voir le jour. Et puis par des gens aussi passionnés, c'est toujours une bonne chose. Peut-être un petit mot pour mentionner nos partenaires dans cet événement. T'as un quart d'heure devant toi? Oui. Non, en vrai, il y en a pas mal. Ouais. Déjà, donc la Casa de Velasquez, qui finance une partie de l'événement, qui réalise aussi le programme. Voilà, dont il y a un petit extrait là, et puis qui est disponible sur le site de l'université. Le cinéma Le Sémaphore, le musée de la Romanité, la ville de Nîmes. J'en oublie sans doute plein, donc comme ça je te passe le relais. Dans le cadre des grandes écoles, donc la Casa de Velasquez et l'école française de Rome, qui sont deux structures qu'on peut rapprocher l'une de l'autre, puisqu'il s'agit de grands établissements français de recherche à l'étranger qui participent tous les deux, et on les remercie beaucoup pour ça, on est très, très honorés de les avoir comme partenaires. À Nîmes, on a évidemment l'université, différents services, le laboratoire Chrome qui participe au financement, puisqu'on a une demi-journée qui est consacrée à la représentation des catastrophes dans le péplum. On avait fait déjà un événement scientifique l'année dernière à Nîmes sur ces questions-là. On aura l'occasion d'en reparler à cette occasion. Et la projection de Pompéi qui suit. Et la projection de Pompéi qui est exactement dans cette même veine. Si vous voulez une Saint-Valentin catastrophe, c'est parfait. Avec des volcans qui explosent, bref. Et on a aussi parmi les partenaires Modernité Médiévale. Modernité Médiévale, c'est une association qui a pour but de promouvoir les manifestations universitaires et culturelles autour de la réception du Moyen-Âge, des réécritures et de la représentation depuis le 19e siècle du Moyen-Âge. Et comme les films péplum, on a des éléments de l'Antiquité qui sont perceptibles aussi dans les grandes productions à thématique médiévale. Prenez Game of Thrones par exemple, prenez Les Anneaux de Pouvoir. Il y a énormément de connexions entre le genre péplum et le genre du médiévalisme. Donc voilà, alors ce que je vous ai donné, c'est extrait de leur site. Citation entre parenthèses, restons scientifiques, entre guillemets, pardon. Mais voilà, on est sur une association très, très vivante, Modernité Médiévale. On a une équipe de recherche, qui est le laboratoire de recherche de Pauline Ducré, qui a participé aussi au financement de cet événement, qui s'appelle donc l'équipe ORAM, l'Orient d'Alexandre à Mahomet, parmi les partenaires. Et je mentionne aussi parmi les participants Fabien Bièvre-Perrin, qui dirige un blog qui s'appelle Antiquipop. Si jamais vous voulez préparer un petit peu ce colloque, vous renseigner sur des thématiques de réception de l'Antiquité, n'hésitez pas à aller lire les posts de blog d'Antiquipop. D'autant que sur ce blog, je rajoute, mais les étudiants du master Histoire vivante, Histoire publique seront amenés à écrire des billets de blog pendant et après l'événement, voilà, pour un petit peu en rendre compte et contribuer à le faire vivre. Donc effectivement, je remercie aussi Fabien pour l'accueil sur son blog. Merci beaucoup, merci à tous les deux pour toutes ces infos. On a vraiment très très hâte, c'est ce que nous dit le chat, mais je suis assez d'accord. Donc notez bien 13, 14 et 15 février
des rendez-vous toute la journée, donc vous pouvez pas trop vous tromper. Le programme est accessible sur le site web de l'université. Et on va bientôt passer à la deuxième partie de l'émission, juste avant petite incursion, puisque nous sommes tellement suivis qu'on a même des demandes de publicité sur, sur la chaîne Twitch de l'université. Et donc, on a Sylvie Salle qui nous a écrit, qui est enseignante en droit public et qui nous informe que ce soir se tiendra le premier café philo-éthique droit-médecine de Nîmes avec les étudiants de droit et médecine qui sont à la manœuvre avec une thématique sur la fin de vie. C'est ce soir à 17h30 jusqu'à 20h au Columbus Café avec un concert d'introduction par l'association JAM, c'est les étudiants en médecine, un temps de discussion des étudiants autour de la fin de vie ensuite et une conclusion par les professionnels et ce sera le professeur Jean-Yves Lafranc côté CHU et Sylvie Salle côté université de Nîmes Université, pardon, vu qu'on a changé de nom, il faut l'intégrer dans le cerveau. Et donc c'est ouvert à tous, c'est toujours intéressant de pouvoir participer à ce genre d'initiative. Bon, toujours très ouvert aussi sur la ville, donc n'hésitez pas à vous y rendre, c'est 17h30 au Columbus Café. Moi j'en ai terminé ici, donc je vais laisser la place à notre ami Tom pour la deuxième partie de l'émission. Merci beaucoup à vous deux, et puis bonne continuation pour la suite. Merci, et on se retrouve pour merci l'Immortel Peplum. Et venez nombreux dans 15 jours. Je récupère mes papiers et je te laisse la place. Tiens. Super. Et bonjour. J'ai enfin un micro, je suis enfin capable de vous parler. Non, il ne boudait pas. Non, je ne boudais pas, malgré ce qu'on a essayé de vous faire croire. Alors du coup, moi pour cette deuxième partie d'émission, déjà je vais bouger un petit peu la caméra pour éviter que Romain, on ne te voit plus du tout, puisque tu vas... Hop là, voilà, magnifique. Donc sur cette deuxième partie d'émission, on a parlé de Peplum, on a parlé de cinéma. Mais moi, vous le savez, un de mes chevaux de bataille, c'est le jeu vidéo, le jeu de plateau. Et il se trouve que le Peplum ne se déploie pas seulement sur des médias cinématographiques, mais aussi sur des médias vidéoludiques et ludiques tout court. Et donc, on s'est dit que sur la deuxième partie, j'allais te montrer des images pour essayer de voir un petit peu tes réactions, qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce que tu peux nous dire dessus, issu de différents jeux. Il y aura du jeu de plateau, il y aura du jeu vidéo, il y aura du jeu de cartes. Voilà, est-ce que c'est les mêmes clichés qui se déploient au Peplum sur le Peplum cinématographique et vidéoludique? Est-ce qu'on a des choses à dire en plus? Moi aussi, j'aurais des choses à rajouter éventuellement dessus. Mais je pense que ça peut être intéressant de voir l'évolution de ces trucs-là. Ce ne sera pas forcément classé dans un ordre chronologique, mais j'ai quelques trucs qui devraient te plaire et quelques trucs qui devraient te donner envie de t'arracher les cheveux. Je suis désolé, je suis resté bloqué à cheval de bataille. J'aime beaucoup ton expression qui est une très belle introduction à la thématique, je trouve. Oui, Phrase de daron, mais qui colle bien quand même. De daron. Aïe, aïe, aïe. Donc du coup, on va commencer avec une première image. Celle-là, tu l'attends, tout le monde l'attendait, mais évidemment, c'est une image issue... Est-ce que tu reconnais le jeu? On est sur du Assassin's Creed Odyssey. Tout à fait. Ouais. Alors bon, c'est la franchise, je pense, la plus connue en termes de jeux vidéo historiques, très certainement, avec ces deux opus qui sont centrés sur l'Antiquité, Origins et Odyssey. C'est une vision assez intéressante. En plus, ça correspond à la bonne période d'Assassin's Creed à mon sens, puisque c'est le moment où ils ont appris de The Witcher à comment rendre un combat dynamique. Donc c'est là où les jeux, à mon sens, aussi redeviennent intéressants en termes de fluidité. En termes d'historicité, ça fait partie des jeux qui sont les plus plébiscités dans l'enseignement, en particulier dans l'enseignement secondaire, comme biais de transmission. C'est clairement par les vidéos d'Assassin's Creed qu'on peut, sur les classes, notamment les classes de 6e, même les classes de seconde, faire passer un peu d'iconographie, on va dire modernisée évidemment, mais qui est vivante et qui est à même, on le pense, de parler aux scolaires. Alors, c'est pas pour autant que Assassin's Creed, ils sont complètement non plus historiques dans la manière d'appréhender les choses, mais ils ont introduit des éléments quand même intéressants. Ils ont cette habitude, on le sait, d'aller chercher des spécialistes systématiquement, d'aller chercher des universitaires, de poser des questions aux universitaires sur le format. Donc là, ce qu'on a sous les yeux, j'imagine que ça doit être l'agora plus vue de l'acropole d'Athènes, si je dis pas de bêtises. Tout à fait. Ouais. Est-ce que tu l'as reconnu, le personnage au centre, peut-être?
Je pense qu'on est face à un philosophe, Ouais, parce qu'il a de la barbe. tout à fait. Donc là, on va pas dire qu'on évite les clichés, mais d'un autre côté, comme on a des bustes de l'époque. Alors, si je dis pas de bêtises, c'est censé se passer pendant la guerre du Péloponnèse. Donc, le philosophe qu'on a face à nous, c'est probablement Socrate. Tout à fait. Ouais. Très bien joué, très très bien joué. C'est fort. Non, mais là, voilà, c'est. Ah bah quand même. Non, Mais, c'est intéressant parce que ils ont rajouté la couleur sur les tentes, sur les colonnes, sur les statues. Donc ça, on sait depuis un moment, on essaye de lutter contre le cliché de la statue toute blanche. On sait que c'était pas le cas. Ils ont rajouté de la végétation qui est censée faire orientale avec ces palmiers. Là, peut-être un petit peu moins sûr. La disposition de la végétation dans les rues des cités antiques, c'est aussi peut-être quelque chose qui est un peu sujet à débat parce qu'on a très très peu de sources. On sait qu'il y avait des jardins privés, mais savoir s'il y avait véritablement des arbres dans les rues, ça c'est pas sûr. Bon, on voit la patte Ubisoft sur cette image. Tom, tu la connais, la patte Ubisoft? Bien sûr. C'est des fleurs par terre, quoi. Oui, Voilà, ça, c'est clairement, pour moi, c'est vraiment le symbole des jeux Ubisoft. On met des fleurs C'est vrai partout qu'on en par avait terre. parlé, ouais. Ah ouais. ouais, non, mais grave. Et non, ça fait partie des franchises intéressantes. Il y a des historiens et des archéologues reconnus qui ont travaillé avec eux. Jean-Claude Golvin, par exemple, qui a bossé notamment, je crois, pour les monuments égyptiens, dont ils se sont inspirés des travaux. Mais oui, ça fait partie des grosses machines, des franchises qui se donnent en tout cas une légitimité historique sans forcément qu'on soit dans la méthode historienne pour composer le jeu. Parce que ça existe aussi, la méthode historienne Oui. dans les jeux vidéo. Mais c'est vrai que c'est quand même une porte d'entrée intéressante pour beaucoup de gens, clairement, Assassin's Oui, Creed. clairement. Ouais. Je pense qu'aujourd'hui, si on fait un sondage, il y a des chances que beaucoup de nos étudiants en histoire soient rentrés là en partie. Grâce à Assassin's Creed en tout cas. Et sur le sujet de comment est-ce que c'est conçu, il y a un ouvrage qui est sorti qui s'appelle Au cœur de la Révolution française, qui a été écrit par les deux conseillers historiques d'Assassin's Creed Unity, si je dis pas de bêtises, celui qui se passe pendant la Révolution française, dans lesquels ils parlent de leur spécialité, leur démarche et comment est-ce qu'ils ont travaillé à la reconstitution du Paris de la Révolution. Voilà, c'est un petit bouquin, mais qui est très intéressant à lire si jamais vous êtes intéressé par la saga Assassin's Creed. Ouais, bon à savoir. Sur l'Antiquité, j'ai pas d'exemple, mais sur la Révolution, en tout cas, il y a eu cet ouvrage-là, donc pourquoi pas aller jeter. Je sais qu'ils ont beaucoup bossé aussi sur la dimension historique pour celui qui concerne Bagdad. J'ai oublié le nom. Oui, c'est celui qui est sorti un petit peu plus récemment. Alors, il y avait Assassin's Creed 1 qui se passait au Moyen-Orient, et l'autre, c'est... Mirage. Mirage, oui, c'est ça. Oui, voilà. Mirage. Il me semble que là, c'est un jeu ils ont changé de format pour faire un jeu qui n'était pas forcément en monde ouvert, en tout cas un monde ouvert plus restreint à l'échelle d'une ville, un jeu plus court que les précédents. Il y avait une interview justement de l'historien sur France Inter à ce propos, qui expliquait toute la démarche vraiment et le travail historique profond qu'ils avaient fait sur ce jeu. Je pense que c'est peut-être un de ceux qui ont été le plus bossés au niveau historique. Mais si j'ai pas eu trop l'occasion d'y jouer, il est revendiqué comme ça en tout cas. D'accord. Bah écoute, à aller jeter un œil. C'est vrai que de toute façon Assassin's Creed c'est toujours un sujet et je pense que c'est la première chose auquel les gens pensent. Donc on l'a regardé en premier, comme ça on commence par une valeur sûre et on va remonter un petit peu dans le temps pour le suivant. Donc là j'ai une image qui est alors c'est pas le plus vieux mais c'est un des plus vieux que j'ai trouvé, qui se revendique comme un péplum qui se passe dans la Grèce antique comme tu peux le voir, et qui s'appelle Gods, qui est un jeu qui est sorti sur Amiga à l'origine. Oula, ah oui. Alors là, bienvenue dans le monde du rétro gaming. On est sur quoi, fin 80? On est à la fin des années 80. Okay. Non, celui-là, on est début des années 90, pardon, c'est 93 celui-là. 93, ok. Ah, bah ça nous rappelle un peu les traumatismes visuels pour ceux qui sont de ma génération de cette époque-là. Moi, j'étais encore très très petit, hein. J'ai pas connu. Je suis arrivé juste après, à la fin de cette génération, au début de la suivante en termes de jeux vidéo. Mais bon, alors, c'est censé se passer dans l'Antiquité. L'Antiquité, là, bon, il y a de la pierre. Oui. De la pierre, il y en a beaucoup même. Même un petit peu trop. La créature qui vole là avec les petites ailes. Alors je suis pas sûr de ce que c'est. Une mouche géante. On dirait. Je sais pas si on peut avoir ton avis aussi sur le crâne doré qui flotte dans l'Antiquité. Est-ce que c'était quelque chose d'assez répandu? Non, bah là on est clairement sur par contre les ennemis de cette génération de consoles. Fin 90, les crânes, enfin 80 pardon, et encore début 90, les crânes qui volent, les oiseaux qui font mal, les nuages qui bougent, les projections d'éclairs. Voilà, ça c'est vraiment les jeux qui rendaient fou. Le joueur du grenier en a montré plein, des jeux de ce modèle-là, qui ont eu beaucoup de succès à l'époque évidemment, mais
qui en termes d'iconographie nous parle pas trop, on ne parle plus. C'est-à-dire que par Bien rapport, sûr, bien sûr. là, on voit pas l'Antiquité. Au premier regard, on voit pas l'Antiquité. Alors en on fait, voit le même pas trop les personnage clichés. principal Ouais. qui est à droite est censé être un légionnaire. Alors, il a déjà ses bras sont tellement larges qu'on voit même pas la tunique qu'il porte. Il a un casque qui est entre Metroid et un casque corinthien, globalement. C'est ça. D'accord. Bah, c'est Sword and Sandals. Il est quasiment pas C'est ça. vêtu. Il a des petites sandales et un casque. Ouais, là, on a quand même une Mm. partie des clichés. Mais je me suis dit, voilà, allez chercher des choses un peu plus anciennes. Tu verras, j'ai trouvé des jeux encore plus anciens que ça, Wow, j'ai qu'on va hâte. trouver, qui sont moins pires quand même, Ok. globalement, même si c'est pas... Voilà. Mais ce jeu-là, bon, clairement, il y a une très grosse inspiration Castlevania, Metroidvania, hein, Castlevania, ouais. tu l'auras bien vu. Mais sache qu'il y a eu des suites à Gods, il y en a eu... Enfin, des suites et des portages. Et sur le 4e opus qui est sorti, le personnage, c'est plus ou moins le même jeu, mais le personnage porte quand même une armure avec une tunique blanche en dessous et il a une petite crête rouge sur son casque. Donc il y a des On efforts qui ont progresse, été faits. on progresse dans la représentation de l'Antiquité. Mais on n'est Ok. clairement pas sur une représentation. Mais c'est intéressant, je trouve, de voir d'où on vient. Ouais. Avant d'aller voir où on va. C'est profond, ok. ça, Tom. Exactement, je sais. C'est la philosophie. Socrate. Mais c'était moi tout à l'heure sur l'image. Je me suis rasé depuis. Image suivante. Alors celle-là, peut-être que tu vas la reconnaître. Voilà, oui. Oui, oui. Peut-être que tu vas la reconnaître. Excellent à jouer, cette cité de Rhodes dans le jeu Seven Wonders. Donc là c'est un très très bon choix parce qu'on est sur un jeu de plateau cette fois. Seven Wonders, qui est un jeu qui a été énormément primé, un grand classique, il doit avoir plus de 10 ans maintenant, Seven Wonders, je pense, qui est un jeu on peut dire un jeu de plateau de gestion, un jeu de... Ouais, c'est ça, un jeu Ouais. de plateau de gestion, de construction de cité. Qui prend pour partie le mythe des 7 merveilles du monde, qui sont autant on va dire, de decks de départ pour chaque joueur, qui ensuite vont devoir construire leur cité de manière à remporter une victoire qui soit militaire, soit un développement économique, soit un développement, on va dire, culturel, et tout ça génère des points qui sont calculés en fin de partie. Donc on n'a pas forcément conscience pendant qu'on joue de qui a l'avantage. Chacun développe sa stratégie. C'est un jeu avec une très grande rejouabilité et qui a bossé son iconographie, qui est une iconographie clairement qui reprend les clichés. C'est une iconographie péplum, mais on va dire péplum plus parce qu'il y a quand même certains choix. Là, bon, clairement, sur cette image-là, on est sur une image très très cliché et puis c'est un bon choix parce que c'est le colosse de Rhodes, le fameux colosse qui a donné énormément d'hypothèses d'une part pour sa construction et d'autre part énormément on va dire, de reproductions iconographiques qu'on va trouver dans le film de Sergio Leone, qu'on va trouver jusque dans Game of Thrones avec le colosse de Bravos, et qu'on trouve ici enjambant le port de Rhodes, qui a été une des hypothèses, notamment à l'époque moderne. On trouve des lithographies comme ça avec le colosse qui avait un pied sur chaque môle dans l'entrée du port. Alors, c'est impossible, hein, concrètement, ça vous étonnera pas, mais pour qu'on puisse avoir un colosse de cette taille-là, par rapport à l'entrée du port de Rhodes, je crois que le calcul a été fait, il aurait fallu que le colosse fasse 1,3 km de haut. Ah oui, Donc c'est plus haut que le Burj Khalifa, enfin vraiment c'est un truc impossible, alors que, bon, s'il faisait déjà 30 bons mètres, le colosse c'était vraiment considérable pour l'époque. Excellent jeu, belle iconographie, belle plongée dans l'Antiquité, et puis ça reprend effectivement les merveilles du monde, ce qui permet de voyager dans un espace méditerranéen élargi, puisque les 7 merveilles, elles sont majoritairement dans la partie asiatique du monde, hein, ça, on ne le sait pas forcément, mais Rhodes, l'Asie mineure, Éphèse, Halicarnasse, hein, c'est des cités qui étaient en pleine vitalité au moment où on a fait cette liste des merveilles du monde, et là je commence à faire un cours, Tom, il faut que tu m'arrêtes. Non, mais moi j'écoute, Arrête. moi je passe un bon moment, hein, je suis là pour ça. Non, mais voilà, c'est un jeu qui est très bon, mais qui prend une iconographie, on le voit ici, qui n'est pas 100% historique, qui s'inspire de l'Antiquité, dans lequel on va trouver des bâtiments qui sont des bâtiments à connotation antique, qui sont des évolutions à connotation antique systématiquement, mais
on ne réfléchit pas en termes historiques dans la logique de construction des bâtiments. C'est-à-dire que plus on progresse vers les âges, puisqu'il y a 3 âges dans les phases du jeu, plus on a des bâtiments prestigieux qui correspondent, on va dire, à une avancée dans l'Antiquité. C'est un peu comme un arbre de compétences dans les jeux vidéo. Et ça implique que la civilisation, elle va que dans un sens, quelque part vers le progrès, vers la monumentalisation. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas le déclin, il n'y a pas la phase de déclin dans ce jeu-là, alors que ce déclin, il est très perceptible dans le film Peplum, Oui. Et souvent mis en avant. Mais là, oui, c'est une belle illustration. Ouais, c'est intéressant. Et puis, Seven Wonders, c'est quand même un jeu qui est plus récent. Alors, je parle en tant que profane, mais il y a quand même ce côté où, dans les jeux plus contemporains, on peut utiliser une iconographie qui n'est pas qui est historicisante, mais on a quand même des clichés dans lesquels on évite de tomber. Les gens font un petit peu plus attention parce que, déjà, on sait que sinon, on va avoir des vidéos d'historiens qui vont dire « Regardez, C'est vrai. regardez, c'est pas bien », mais il y a ce travail en plus qui est fait, une tendance vers à l'amélioration, la lutte contre les clichés, même si certains demeurent restent très présents. Même dans les iconographies très clichés, on a un petit effort supplémentaire qui est fourni, j'ai l'impression, depuis milieu des années 2000, années 2010. Je sais pas si tu l'as observé. C'est possible, effectivement, parce qu'on a un public qui aime cette authenticité, ce qui n'empêche pas d'avoir des productions qui sont complètement, et je suis sûr que tu en as oui, à me montrer. Là, j'en ai une déjà sous les yeux avec la Oui, fiche. voilà, mais voilà, dans des adaptations aussi qui mélangent les cultures ou qui, à la Fortnite, mélangent les univers et qui font qu'on peut se retrouver avec des hoplites à des endroits où on les attend pas. Mais il y a une tendance, et une tendance qui fonctionne bien à justement suivre les renouvellements. Pas forcément de l'historiographie de pointe, mais on est... Et je ne veux pas dire de bêtises en même temps, parce que je te dirais que ça correspond plutôt à des genres. Pour moi, il y a des genres qui veulent faire de l'historique et qui veulent affiner leur regard sur l'histoire. Et je pense que Seven Wonders en fait partie. Parce que tu vois, je citais le temple d'Artémis d'Éphèse. Le temple d'Artémis d'Éphèse, la restitution qui est proposée dans le jeu est une restitution qui est plausible, clairement, par rapport à ce que l'on sait des descriptions du temple. C'est pas le cas pour le Colosse de Rhodes, parce que c'est des choix aussi. Je pense que le jeu n'est pas fait pour être un jeu d'histoire, c'est un jeu qui s'inspire de l'histoire, mais pour le coup, il y a des catégories où on est soucieux de ces questions-là, et d'autres où on continue de véhiculer les clichés. D'accord. Oui, je vois ce que tu veux dire. On salue Bubble Kawa dans le chat, pardon, j'avais pas vu ton message, mais merci de nous suivre. Mais oui, en tout cas, beaucoup de choses à dire à partir de cette image, mais c'est vrai que c'est intéressant de voir ça. Et on a fait du jeu de plateau, je te propose quand même dans du jeu de cartes, et là, ça va être moins impactant. Voilà. Dans ce dont on parlait. Donc, est-ce que tu connais le jeu déjà un petit peu ? Alors, est-ce que ça te parle visuellement ces cartes ? J'étais en 5e quand il est sorti, donc j'étais à peu près le bon public pour ça, mais on avait déjà pris un autre virage qui était celui de Magic. Donc, évidemment. On est passé, enfin je suis passé, et mon groupe de potes aussi, un peu à côté de Yu-Gi-Oh! Alors, l'iconographie, elle est océanique, là, globalement, j'ai l'impression, parce qu'on a du triton et... Alors, ouais, pour t'expliquer rapidement, donc, tu feras attention aux noms quand même, qui sont pas choisis au hasard. On a Myrmillon, Retiarus et Bestiari. Et en fait, les bêtes gladiateurs, donc, ce sont des animaux qui ont été modifiés génétiquement dans des laboratoires pour devenir de fiers combattants dans des arènes. Voilà. Ok. Donc, sache que dans cette série-là, donc c'est une série de cartes qui date de la fin des années 2000. Ouais. Et dans cette série-là, on va aussi retrouver des noms comme César, bête gladiateur, Auguste, bête gladiateur, Équeste, bête gladiateur, plein de noms qui sont plus ou moins des références directes ou indirectes à cette antiquité-là. Très libre adaptation pour le coup. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve globalement dans l'iconographie qui peut évoquer l'Antiquité ? Pas grand-chose. Sur le Myrmillon, c'est juste un gros triton avec une armure. Le Ressière, c'est un tout petit peu plus intéressant parce qu'il a effectivement quand même un trident. Il tient ce qui pourrait s'apparenter à un filet, donc on aurait l'armement du gladiateur Ressière.
Le bestiary, là, il a quasiment des canons sur les bras, donc il n'y a plus rien. Il n'y en avait pas à l'époque, on peut le confirmer. ça. Non, oui, on Ok, confirme. ok. La jupette en métal, peut-être, Oui, à c'est la vrai. rigueur, qui fait très très antique, hein, pour le coup, qui fait très très péplum. La jupette, la fameuse jupette de latte, comme disait Alexandre Astier, bon, elle est en métal. C'est simplement pour évoquer rapidement l'Antiquité et le principe du combat en arène, la gladiature, qui semble assez en accord avec le principe du jeu de cartes à deck d'affrontement, Oui, tout à la fait. Magic ou à la Yu-Gi-Oh! Ça va pas beaucoup plus loin. Alors, le plus étonnant là-dedans, c'est l'apparition de César, Auguste, Oui. de véritables personnages qui semblent absolument avoir rien à faire là-dedans et qui se retrouvent dans des cartes. Alors, à la décharge du jeu, la première vague de cartes était constituée uniquement de noms qui faisaient référence à des noms d'Armatura, du coup. Armaturae, au pluriel. Au pluriel, c'est ça. Si je dis pas de Ouais, bêtises. Et les vagues d'après, il y avait plus trop de noms disponibles, donc on est parti sur des choses un petit peu plus évocatrices que vraiment, D'accord. vraiment concrètes. Mais voilà. Dans le chat, on a Kawa qui dit Magic supérieur à Yu-Gi-Oh! Alors malheureusement, Kawa, je vais pas être d'accord là-dessus. Moi aussi, grave. Voilà. Mais c'est les goûts et les couleurs, évidemment, hein, bien sûr. Lolotech qui nous dit très sympa l'émission. Et Bubble Kawa qui dit César, c'était pas un titre plutôt. Il a pas tort. Il a pas tort. Au départ, c'est le personnage, c'est la famille des Yuli Caesari qui s'incarne principalement dans aujourd'hui la culture populaire par Jules César. Et puis dans l'histoire, c'est vraiment ce personnage qui marque cette famille. Et Jules César, par la suite, eh bien, adopte celui qui devient le premier empereur de Rome, donc Auguste, et le terme de César va rester. C'est-à-dire qu'on va continuer de s'adresser à l'empereur en lui donnant du César. Et par la suite, ce terme de César sera celui des successeurs désignés au trône impérial et aux trônes impériaux quand l'Empire se divise en deux à la fin de l'Antiquité. Et reste la base de Tsar, par exemple, qui a donné aussi, qui reste un symbole de royauté et qui devient de fait un titre. Kaiser aussi en allemand, si je dis pas de Kaiser, bêtises, exactement, en allemand, tout à fait. qui vient de là. Donc voilà, merci Kawa pour Ouais. l'intervention. Donc voilà, on a bien rigolé. Je savais que Yu-Gi-Oh! C'était. Voilà, mais ça m'a fait rigoler, puis en tant que joueur, j'avais envie de les mettre. On va passer sur une autre image. Alors là, tu vois on est de retour sur du rétro gaming aussi. Ouais, mais alors là, en un clin d'œil, on devine de qui il est question et de ce qui se passe globalement. Là, l'Antiquité, elle est très très visible. Ouais. Donc ça, c'est un des plus vieux jeux que j'ai retrouvé. Celui-ci date de 89. Ouais. Il est beau. Il est beau. Hein. Il est très beau. C'est un jeu qui sort sur Amiga à la base, donc c'est quelques images que j'ai trouvées. Forcément, c'est pas évident. Mais par contre, celui-là, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est les ennemis. Il y a un effort sur les ennemis. C'est pas des ennemis génériques de jeux de plateforme, de beat'em up. On voit une inspiration quand même de Zelda 2. Je trouve dans la manière dont on présentait le personnage. Mais voilà, on a ce serpent qui, je pense, est censé représenter peut-être une gorgone ou le serpent Python qui affronte Apollon pour obtenir le contrôle du sanctuaire de Delphes. Voilà. Donc, et puis même le personnage en face. Le personnage qui porte sa jupette et ses sandales. Derrière un bouclier qui évoque quand même plutôt un bouclier médiéval, mais qui a la petite jupette et les petites sandales. Là, on est vraiment sur de l'iconographie péplum, en 2D pixel art, mais celui-là était intéressant. Attends que on a les colonnes sur la deuxième image. En haut à droite, on a les colonnes, on a Pégase. Donc moi, je me disais, tiens, est-ce qu'on serait pas en train de jouer Persée, peut-être Donc celui-là, il s'appelle The Battle of Olympus. C'est pas clair, on joue un personnage, c'est pas vraiment défini. J'ai trouvé assez peu d'infos sur le jeu. Mais c'est la bataille de l'Olympe où on joue un héros, donc peut-être Persée. On a quand même quelques éléments qui viennent de ce milieu-là. Il y a quelques trucs de Thésée aussi, potentiellement. Oui, parce que Minotaur, dans la partie, en l'image en bas à gauche. À voir, mais voilà, celui-là, j'ai trouvé intéressant et vraiment beaucoup plus dans une iconographie de ce à quoi on pourrait s'attendre quand on pense jeu rétro sur... par rapport à ce que tu m'as montré tout à l'heure, le jeu qui, en plus, a été produit 4 ans après, 93, tu disais, celui-là, 89, il a l'air plus quali en termes d'image. Bon, ça dépend des studios, évidemment, mais surtout, il est beaucoup plus évocateur de l'Antiquité. L'image du bas, en bas à droite, là, quand on voit le héros marcher dans le champ de fleurs, c'est assez joli quand même, je trouve, pour un jeu de cette époque-là. C'est plutôt un beau jeu, donc voilà. C'est un des plus anciens que j'ai trouvé, et franchement, c'était pas le pire dans ceux que j'ai trouvé. Mais voilà, donc une autre image plus récente cette fois. Alors, est-ce que ça te parle ? Alors, je vois pas trop, mais ça m'évoque les jeux d'escrime en réalité virtuelle. Est-ce que je me trompe ?
Alors Je me oui, trompe. tu Ok, te trompes d'accord. pour le Qu'est-ce coup. que c'est alors? C'est un jeu qui s'appelle Rise the Son of Rome, qui était Ouais. qui est un jeu qui date du coup des années 2010, qui était une des grosses exclusivités annoncées à la sortie de la Xbox One, Ok. dans lequel on joue du coup, on a une histoire qui est assez proche du film Gladiator, D'accord. où on joue un centurion qui va devoir affronter des supérieurs corrompus, qui va devoir rentrer dans l'arène des gladiateurs, avec du coup ces iconographies très particulières. Donc c'est un jeu où on joue quand même un combattant, et lors de la sortie du jeu, une certaine fidélité à l'iconographie a été revendiquée dans la communication. Dans la com, hein. Parce que, Dans la com. bon, allez, on va pas faire les tyrans du fact-checking, mais quand même, il y a des choses semblent un peu incohérentes. Puis, bon, déjà, cet Auguste Prima Porta, c'est la statue la plus connue d'Auguste, hein, qu'on conserve. On en a des exemplaires à Nîmes, notamment dans la Porte Auguste. C'est une statue qui a été retrouvée dans la villa de Livy, qui date à peu près la fin du règne d'Auguste, qui fait partie des statues qu'on appelle les types officiels, qui sont donc faites une première fois, souvent à Rome, et qui sont ensuite copiées dans les provinces pour donner une image de l'empereur et diffuser l'image de l'empereur. L'Auguste Prima Porta, c'est une statue très célèbre qui n'a absolument déjà rien à faire au sein d'un amphithéâtre, et qui n'a jamais atteint ces dimensions. Là, on a un colosse qui évoque certainement le colosse de Néron, qui a donné son nom au Colisée. C'est un colosse qui était installé à proximité immédiate du Colisée, qui avait précédé l'existence du Colisée, puisqu'il avait été érigé par Néron, hein, qui ensuite a été renversé, et l'espace dans lequel il avait fait construire sa grande maison, la Domus Aurea, récupéré par la dynastie suivante, les Flaviens, qui ont construit l'amphithéâtre précisément pour rendre cet espace de la cité au peuple de Rome. Ils ont gardé la statue de Néron, ils l'ont transformée en statue d'Hélios. Ils lui ont rajouté quelques rayons sur la tête et ça faisait une parfaite statue d'Hélios. Ça aurait donné le nom du Colisée. Mais jamais à l'intérieur. Une aberration, parce que évidemment, ça gâche un peu le spectacle. On a ces grandes colonnes corinthiennes aussi qui on ne sait pas trop ce qu'elles viennent faire là. Peut-être qu'elles évoquent la spina du cirque, c'est-à-dire l'espace de séparation qu'on avait dans un autre lieu de spectacle, qui était le grand cirque de Rome, le Circus Maximus, pour lequel il y avait besoin d'une séparation centrale, puisqu'il s'agissait d'organiser des courses de chars. Il y a un pont, j'ai l'impression, à la partie arrière. Ça, je crois que c'est plus histo, puisque certains combats de gladiateurs étaient organisés sur des ponts, justement, avec cette idée de défendre le passage du pont. Ça a été démontré par Éric Tessier dans ses ouvrages, parmi les types de spectacles. Par contre, là aussi où cette iconographie elle est folle, c'est que on a, j'ai l'impression, des gladiateurs, rien qu'à aller voir en petit les armatures. Tu peux en dire un peu si tu veux. Ouais, alors c'est pas si déconnant quand même pour le mirmillon qu'on voit dans la partie en bas à droite. Évidemment, au premier plan, là, on a un équipement de pseudo-centurion d'époque impériale avec la lorica segmentata, c'est de l'armure en métal qu'on connaît bien par Astérix, qui n'était pas si répandu que ce qu'on le croit, et qui de toute façon... Alors d'époque impériale, le jeu a l'air de se passer à l'époque impériale, puisque forcément on est après Auguste, donc ok, mais pourquoi dans une arène, clairement, et face à des gladiateurs, ça n'a pas vraiment lieu d'être, si ce n'est pour une révolte interne dont j'aurais pas connaissance. Le jeu, je le connais pas pour le coup. Il y a des éléments qui sont intéressants, la présence du vélum par exemple, c'est-à-dire les toiles tendues au-dessus de l'arène, ça c'est quelque chose qui existe, qui est bien attesté. Il y en avait dans le Colisée, il y en avait aussi sur l'amphithéâtre de Nîmes, donc intéressant, mais disons que c'est un peu la base, quoi. Si on veut représenter un amphithéâtre, on peut pas en faire l'économie. Pour le reste, ouais, c'est très péplum pour le coup. Voilà, là on est vraiment sur une évocation. C'est peut-être un des plus péplums que j'ai trouvé dans les jeux récents. Ouais. Donc du coup, je me suis dit que ça serait intéressant de te le montrer. Un autre jeu, alors là... on est sur le jeu le plus ancien que j'ai trouvé. Donc il s'appelle Annals of Rome, donc les Annales de Rome. Alors je vais te décaler un peu parce que là, tu vois pas très bien, avec une superbe jaquette qui est ici. Ah oui. Réalisée dans les années 30, hein. C'est ça? Alors, 88 le jeu. Donc c'est l'année qui précède celui qu'on a vu avec le petit personnage. Alors celui qu'on a vu après, attention, c'est possible que ce soit un portage sur une console plus tard. D'accord. Mais c'est les seules images que j'ai trouvées du jeu. Ouais, j'entends. Donc là, on est sur un jeu donc de gestion, bien à l'époque, les jeux que j'aime appeler les jeux Excel,
Et là, on le voit très très bien avec quand même une phrase. Les Carthaginois envahissent l'Italie. Et oui, mais là on est sur l'héritage des jeux de guerre, globalement, des wargames, portés assez tôt à l'écran lorsqu'on a commencé à développer des jeux vidéo. Et qui ont donné par la suite des grosses franchises qu'on connaît bien comme Total War. On retrouve la carte tactique, on le voit au premier coup d'œil, carte du monde méditerranéen, avec des indications visuelles d'emplacement, de cités, avec des chiffres, etc. Donc là on est sur de l'ancêtre de Total War, ça saute aux yeux. D'ailleurs, Annals of Rome, du coup, est une adaptation d'un wargame physique du même nom. Voilà. Ça, c'est vraiment... les wargames, c'est quelque chose qui existe depuis la Prusse des lendemains des guerres napoléoniennes. Pour remettre rapidement les choses dans le contexte, ça a été développé par les officiers de l'armée prussienne pour en faire un entraînement supplémentaire à la stratégie militaire, à la tactique militaire plutôt, de ces officiers. Et ça a connu beaucoup de succès en Europe dès le 19e siècle. Ça a été adapté ensuite en Angleterre beaucoup pour les mêmes raisons. Et donc c'est devenu des jeux de plus en plus populaires, c'est sorti finalement du milieu des officiers pour aller vers le grand public, et ça a donné des jeux de figurines qu'on connaît très bien, ça a donné évidemment très rapidement des jeux très intéressants, des jeux vidéo. Alors il y a un article là-dessus, il se trouve que j'ai lu il n'y a pas si longtemps un article sur ces questions-là sur le blog Antiquipop. Je vais retrouver la référence pour vous la donner, parce que bon, allez voir l'onglet jeux vidéo du blog Antiquipop, mais sur la question justement de l'héritage des wargames dans le jeu vidéo, il y a un article très bien. Je crois que c'est celui de Laurent Anglade qui se nomme La représentation de l'Antiquité dans les jeux vidéo dits historiques. Voilà, donc n'hésitez pas à jeter un œil à cet article qui explique bien justement comment on est arrivé à ce type de jeu, et qui déconstruit aussi quelques idées qu'on peut avoir sur l'historicité de certains jeux. On en reparlera peut-être sur la suite de ton icône. D'accord, alors sache que j'ai choisi de ne pas mettre beaucoup de wargames. Okay. Parce que on a déjà quand même Les Romains refont l'Empire, où oui. tu nous parles de Total War Rome 2. Oui. Age of Empire aussi, qui peut être un jeu, Age of Mythology, dans lesquels moi on peut avoir j'attendais des qu'on ait Age of Empire, voilà. Age of Mythology. Je les ai pas mis, okay. Mais on pourra quand même les commenter si tu veux. On pourra aller chercher des images de ça, puisque là je crois qu'il me manque des images dans mon document, donc j'en ai allé en chercher une ou deux que j'avais envie de te montrer. Okay. Attends, excuse-moi, Kawa qui nous dit sur la jaquette on dirait des soldats grecs en arrière-plan. Il a pas tort. Tout à fait. En arrière-plan, c'est des soldats grecs. Alors, tout dépend quand commence en fait ce jeu, parce que ce qu'on sait de l'histoire militaire de Rome, c'est qu'à partir du 6e siècle, eh bien, l'armée romaine se modèle sur l'armée hoplitique. C'est-à-dire qu'au contact des Grecs d'Italie du Sud et des Étrusques implantés dans la Toscane actuelle et l'Italie du Nord, les Romains vont apprendre une nouvelle tactique militaire. Pour eux, c'est la tactique hoplitique. Donc cette tactique que nous, on identifie comme étant l'équipement militaire des Grecs, la tactique militaire des Grecs, qui est évidemment qui est apparue là-bas, eh bien, elle s'est ensuite exportée à Rome, et les Romains jusqu'au 4e, 3e siècle, plutôt fin de 4e siècle pour être exact, ont continué de faire la guerre, ont adopté ce modèle militaire et faisaient la guerre équipés en hoplites. Donc si le jeu prend en compte tout le temps républicain de Rome, eh bien dans les premières phases du jeu, on devrait avoir des soldats qui combattent comme ça, avec cet équipement. Ok, super. Et Kawa qui complète en disant, je crois qu'un des plus anciens wargames au monde, c'est un jeu chinois. Alors je vais essayer de bien prononcer, mais ce serait le Lu Zhensi, Xi. Le Lujanqi, si je prononce à la française. C'est un jeu antique chinois qui apparemment serait l'ancêtre des wargames. Alors oui, ça fait partie des hypothèses. On a aussi les Latrun Kuli à Rome, qu'on considère aujourd'hui comme les ancêtres des échecs, et qui font partie des wargames d'origine. C'est-à-dire que le principe du wargame, de l'affrontement avec des pièces qui sont censées représenter différentes unités militaires, eh bien, les échecs en sont la version la plus répandue, la plus connue. Les échecs sont considérés comme un dérivé des wargames. Là, les wargames du 19e siècle dont on parlait tout à l'heure, ça correspond justement au renouvellement du wargame, avec la volonté de dépasser les échecs par un jeu qui soit plus complexe. Et je crois que le premier officier prussien que j'évoquais, j'ai pas noté le nom malheureusement, mais avait fait un dérivé des échecs avec 200 pièces.
D'accord. Dans un premier temps, l'objectif était de complexifier les échecs et ensuite, dans la deuxième phase de mise en place de ces jeux-là, dans le courant du 19e siècle, l'idée s'est répandue de faire en sorte de reproduire des unités qui soient des unités pouvant correspondre aux unités d'infanterie de cavalerie avec lesquelles on combattait à cette époque-là. Donc oui, c'est tout à fait légitime, hein. Il y a des prédécesseurs antiques des wargames qui ont donné notamment les échecs. Ok, bah super, merci beaucoup. On va passer sur l'image suivante, ici. Alors là, on est sur un jeu qui est plus récent, Ouais. tu peux le voir. Et hop là, je vais y arriver. Excuse-moi, je vais réduire un petit peu pour que tu puisses bien voir ce qu'il y a en bas. On est sur un jeu, ouais, je dirais, ça peut être trompeur parce qu'il peut y avoir de l'iconographie rétro, mais en milieu année 2000. Milieu année 2010, pour le coup. Ok, d'accord. Donc c'est un jeu indépendant. Un jeu indépendant pour le coup, qui s'appelle Legionaries Life, pardon, je revérifie. Ouais. Donc dans lequel on est plongé dans la vie d'un légionnaire et de ses collègues. On doit gérer son unité de légionnaire. Et donc là, on a une représentation beaucoup plus claire que sur d'autres jeux. Là, on voit bien comment est-ce qu'il nous est présenté, avec une formation militaire du coup qui est représentée en bas à droite. Alors il y a des points intéressants. Alors, je suis pas un expert vraiment de l'équipement militaire. Il y a quelques éléments que je peux donner. Là, on est sur un soldat qui porte un équipement. Visiblement, il a des petites cases dans la longue lignée des RPG pour équiper différemment son légionnaire au niveau des épées, des armures, des boucliers, des casques et même, j'ai l'impression, des armes de jet ou des sandales. Je pense que c'est des armes de jet. Il porte un équipement républicain. Puisqu'il a ses 2 javelines, il a sa cotte de maille, il a un glaive relativement long qui pourrait indiquer qu'on est plutôt sur un légionnaire du 2e siècle, je dirais, avant Jésus-Christ, avec un bouclier qui est déjà le bouclier de la Légion. Ce qui est intéressant, c'est que là, oui, on a un petit travail quand même qui sort de la Lorica Segmentata. J'irai pas jusqu'à dire qu'il est histo forcément, mais c'est intéressant déjà de voir cet équipement évoluer. La formation militaire qu'on a dans la partie centrale, bon bah ça semble un peu la formation du désespoir là. Globalement, ça sent le dernier carré. Quand on en est là, c'est que la bataille est un peu compromise ou que l'armée a été surprise parce que normalement les Romains ne s'organisent pas comme ça. Là, on est vraiment sur une formation qui a souffert, une formation défensive. Alors bon, sur les boucliers, on a une forme d'uniformisation, ce qui ne correspond pas vraiment à la réalité, puisque le soldat romain comme le soldat grec s'équipe assez frais jusqu'à peu près aux réformes de Marius, donc ça veut dire jusqu'aux environs des dernières années du 2e siècle avant notre ère, alors que dans l'iconographie, c'est d'ailleurs un des reproches qui a pu être fait à Rome Total War 2, qu'on connaît un petit peu avec Tom, c'est que dans les unités de Rome Total War 2, les équipements ils sont souvent standardisés. On a l'impression que chaque unité, chaque soldat, il porte le même équipement. Rapidement, les couleurs changent un petit peu d'un soldat à l'autre pour éviter cet effet-là, mais c'est pas complètement histo parce que normalement, il faut imaginer que chaque artisan ne faisait pas des boucliers de la même manière, des javelines de la même manière, les armures n'étaient pas forcément disponibles pour tout le monde, de la même qualité. Il faut imaginer une armée un peu plus bigarrée que l'image qu'on a de la Rome antique. Par contre, ce qui est intéressant, c'est le changement d'échelle avec ce jeu. Oui. Puisque là, visiblement, on est sur de la gestion individuelle, de la gestion d'unités qui rappelle plus le RPG que le jeu de stratégie. Totalement. Dans le chat, Kawa demande est-ce que c'est des Astati? Alors là, ça va être difficile à dire, hein, mais effectivement, c'est les fameuses trois lignes de l'armée romaine telle qu'elle se présente à l'époque républicaine, les Astati, les Principes et les Triarii, qui correspondent aux 3 lignes sur le champ de bataille et aux classes d'âge des soldats enrôlés. Donc globalement, l'équipement des Astati et des Principes est exactement le même, hein. C'est effectivement le glaive, les 2 javelines, le bouclier. Donc là, on ne peut pas dire. Par contre, c'est pas un triaire puisqu'il n'a pas de lance. Voilà. Oui. Alors, j'ai un petit souci dans mon organisation, c'est que des images ne se sont visiblement pas importées et ne veulent pas s'importer. Donc, je vais aller les chercher en direct. Vous voyez, c'est le live. Ouais, les aléas du direct. Les aléas du direct, encore exactement. Une phrase de Darwin. On est sur quelque chose de pas mal là.
Alors, je vais te montrer quelque oui. chose que tu connais sûrement, en tout cas dont je t'ai déjà parlé. Je vais l'afficher pour tout le monde et j'ai envie de parler de quelque chose donc, qui arrive aujourd'hui, qu'on voit de plus en plus en fait dans le jeu vidéo. De plus en plus, en tout cas qu'on voit dans certaines œuvres. Hop là, je l'affiche à l'écran comme ça, tout le monde voit la même chose que nous. Hop, c'est magnifique. C'est une tendance en fait qui est de se dire, au final, les dieux ont des iconographies, ont été réinterprétés de nombreuses manières différentes. Des jeux qui mettent en scène des dieux antiques et qui décident de faire leur propre interprétation du dieu en gardant ses attributs principaux pour qu'on puisse le reconnaître. Donc déjà, est-ce que tu les reconnais tous, les dieux qui sont là? Est-ce que tu serais capable de me les donner? Ça va être très très dur parce qu'en plus on est sur des dieux qui sont des dieux grecs. Tout à Alors fait. bon, j'ai un peu triché, à vrai dire, je m'attendais pas à la question, mais j'ai quand même été lire un article là encore sur Antiquipop qui porte précisément sur ce jeu, D'accord. relativement récent sur le jeu. Donc c'est Hades. Hein, Oui, tout c'est à ça. fait. Bon, Premier opus ici. ça va pour moi. Ce qui va m'aider, c'est surtout les symboles. En Ouais, fait. bien sûr. C'est les symboles plus encore que l'iconographie, même si je trouve que l'iconographie est très belle, à vrai dire. On a donc Zeus, on a Poséidon, Athéna, Tout à le fait. bouclier, que je dise pas de bêtises, Aphrodite, évidemment, Aphrodite. avec le cœur. J'allais dire Diane, mais ça c'est ma déformation romaine. Donc Artémis, la sœur Exactement. d'Apollon avec la flèche, et puis le côté sauvage. Mars, probablement, Oui. ensuite. Donc Exactement. Arès, Dionysos. Et j'aurais tendance à dire Hermès, puisque je vois des petites ailes apparaître sous l'icône. Eh bien, c'est en sans faute, évidemment. Oui, donc ça, c'est une nouvelle forme. Alors, c'est du... Je sais pas si on sort du péplum pour entrer dans une forme de fable, en fait, où on se raconte ces histoires. Donc, dans Hadès, on joue Zagreus, fils de Hadès, et d'une mère que vous découvrirez en faisant le jeu, qui essaye de s'échapper des enfers parce qu'il en a marre de vivre dans les enfers. Et donc, il décide d'aller faire un carnage pour pouvoir s'échapper. Sauf que chaque fois qu'il meurt, il revient en bas des enfers. Et il doit repartir pour pouvoir sortir et se libérer de sa condition de prisonnier des enfers. Et donc, il va recevoir l'aide des divinités olympiennes qui veulent retrouver leur cousin, le faire sortir de là. Et donc, on a des interactions avec ces personnages qui sont caractérisés. Alors, il y a quand même un travail qui a été fait. Le personnage principal, donc Zagreus, c'est un personnage qui est apparu dans certaines sources, mais sur lequel on a quand même assez peu d'informations. Donc, ils ont pris un personnage méconnu par l'historiographie pour se permettre de prendre des libertés dessus. Mais ils ont fait ce travail sur les dieux olympiens de reprendre leurs attributs principaux. Donc là, les images sont coupées, mais par exemple, Athéna, elle a une petite chouette qui est posée sur son doigt. Dionysos a sa coupe de vin qu'il ne lâche jamais. Poséidon tient son trident sur le dos. Enfin voilà, on a les attributs principaux qui sont repris, mais on a une réécriture de ces personnages-là qui est aussi faite dans un autre jeu que je voulais te montrer. C'est japonais? Alors pas du tout, c'est américain. C'est américain. C'est Ok. américain. On ressent une influence quand même japonaise assez importante dans la manière dont c'est présenté. Mais hop, voilà, on va prendre un exemple ici. Avec un autre exemple dans notre jeu qui a un peu cette même démarche et qui est encore dans un format d'image qui ne va pas fonctionner parce que sinon c'est pas drôle. J'essaie de trouver une image dans un format qui fonctionne. Mais bon, même si vous ne l'avez pas, donc un autre jeu, c'est Stray Gods, du coup, qui s'appelle Stray Gods et qui reprend ce principe-là de les dieux sont arrivés jusqu'à nous et on continue à évoluer en fonction de la manière dont ils étaient perçus. Et donc, on a, je vous invite à aller voir les images chez vous, désolé, mais j'ai pas de format d'image qui permette de l'afficher. Et donc, on a ici Hermès qui reprend tous les attributs d'un livreur. Oui, globalement, on est sur une iconographie qui Voilà, qui est évoque le monde modernisée. contemporain, Exactement. avec des dieux qui prennent vraiment. Alors, c'est un peu l'opposé de Hadès. C'est que Exactement. dans Hadès, ils sont au-delà de leur forme humaine, avec des couleurs de peau qui changent, qui sont même pas forcément évocatrices d'une couleur de peau réelle, avec des tailles surhumaines qui en quelque sorte renforcent leur distance avec l'humain. Tout à fait. Et là, on est dans le chemin inverse où on rapproche considérablement le dieu de l'humain. Alors, dans la mythologie grecque, c'est impossible. Oui. L'humain ne peut pas le dieu ne peut pas s'incarner parmi les humains, si ce n'est déguisé, car sa nature divine est tellement radiante qu'elle détruirait C'est ça. l'esprit de l'humain qui l'apercevrait. Alors justement, il y a une explication dans ce jeu. Ok. C'est un jeu de comédie musicale, c'est assez rare pour le souligner. Et en fait, les dieux, en arrêtant d'être vénérés, ont perdu leur aspect divin, leur pouvoir, Ouais. ne sont plus immortels. Et donc, du coup, ce ne sont plus des dieux, ce sont des idoles.
D'accord. Ils s'appellent les idoles du coup. Alors ils sont pas connus du grand public, hein, c'est pas le principe. Mais du coup, ils sont des idoles. Ils ont réussi à survivre en transférant leur essence dans des corps d'humains parce qu'ils n'étaient plus capables de ne plus s'incarner parce qu'ils n'étaient plus assez puissants. Et donc on a des représentations de Pan, on a des représentations de Apollon. Oui. On a des représentations de Perséphone que tu vois ici, qui sont dans cet univers-là, et c'est une nouvelle dynamique qu'il y a, c'est-à-dire de reprendre certains attributs et de faire du chara-design un peu comme on veut, mais en se disant on garde quand même les attributs principaux pour que les personnages soient reconnaissables. Ça, c'est un courant qui traverse le jeu vidéo, mais aussi les séries, puisqu'on avait American Gods qui incarnait aussi tout à fait. comme ça. Plus récemment, Chaos, la série. Alors bon, moi j'avoue que j'ai pas adhéré à Chaos, mais pas pour le principe, mais plutôt pour le scénario que j'ai trouvé un peu faible. Mais c'est une tendance assez intéressante parce que le pitch initial m'avait fait accrocher. Voir comment on projette les dieux olympiens dans un monde contemporain avec tout ce qu'on sait de leurs défauts qui sont, quand on lit justement les mythes grecs, les dieux sont parfois très humains dans leur comportement, ils se mettent en colère, ils sont très loin des dieux monothéistes qui sont transcendants, absolus et parfaits, en tout cas dans le dogme, mais là on a des dieux qui sont beaucoup plus proches de l'humain, qui font des gros caprices, des grosses colères, qui peuvent avoir des comportements un peu excessifs, voire très très excessifs. Et en plus c'était tourné, c'est censé se passer en Crète cette série. Donc on était dans un milieu qui évoquait la Grèce d'aujourd'hui, avec des scènes qui étaient tournées aussi à Séville, sur la place d'Espagne qu'on connaît pour le premier Star Wars notamment. Et voilà, c'est visiblement une tendance qui traverse le jeu vidéo. Alors bon, je connaissais pas le jeu de comédie musicale concrètement. Je te recommande vivement d'ailleurs, qui a une grosse recommandation Inimata, on en a parlé. D'accord, très bien. Mais pour ce qui est d'Hadès, par contre, oui, là, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur le jeu, avoir une analyse critique par un spécialiste du jeu, allez sur le blog Anti-Keep-Up. Il y a un article, malheureusement, j'ai pas relevé le nom de l'auteur, mais c'est un article récent. Ça fait partie des premiers articles qui sont proposés dans l'onglet dédié, qui détaille bien justement à la fois les mécaniques pour les gamers et gameuses qui ont envie de savoir si ça peut les intéresser, et en même temps le fond d'inspiration historique et qu'est-ce que ça révèle de notre rapport aux dieux grecs aujourd'hui. Bien sûr. Mais l'autre, je l'ai montré parce que le nom d'idole est intéressant. C'est des idoles qu'on peut relever. D'une certaine manière, on l'a vu un petit peu avec Yu-Gi-Oh! Certains de ces codes, certains de ces clichés, des représentations antiquisantes en tout cas, sont plus ou moins rentrés dans une espèce d'imaginaire commun dans lequel on peut puiser pour aller créer ses œuvres. Alors on va revenir sur un dernier jeu qui est un peu plus lui vraiment péplum, dans le sens où ça se passe donc dans la Rome antique, où on est censé gérer son domaine, son école de gladiature, ses administrés. Alors, dans un style très pixel art. Voilà, je l'ai dit, ma première remarque, elle va être un peu acide, c'est il est où le budget? Mais parce que ouais, c'est le style pixel art. Je sais que c'est une mode. Moi, j'adhère pas complètement à la mode nouvelle du pixel art, qui pour moi en fait est plus un élément iconographique du passé. Mais je sais que bon, voilà, ça a donné les NFT, ça a donné tellement de choses, une telle hype que globalement on peut pas passer complètement à côté non plus. Est-ce qu'au final, du coup, c'est pas une certaine forme de mise en abîme de faire un jeu qui se passe dans l'Antiquité en pixel art? On représente le passé en utilisant une iconographie du passé. Socrate sort de soi. Tom qui fait encore de la philosophie. Non, bah, oui, volontiers. Dans ce cas-là, pourquoi pas. Mais on va finir par jouer avec des petits morceaux de mosaïque. Autant pousser la chaise. Alors justement, j'ai un jeu. Non, iconographie intéressante. Tu peux m'en dire plus sur les mécaniques? Alors, les mécaniques de jeu, on est vraiment sur un jeu de gestion dans lequel on doit gérer l'intégralité de son domaine. En fait, on va préparer ses combattants à la prochaine bataille. Donc, on gère un général militaire que tu vois ici, avec un ensemble de nobles. Et on va devoir gérer les ressources donc, alimentaires de son domaine, gérer ses ressources financières, okay. Le bonheur et l'entraînement de ses employés avant de partir pour des affrontements du coup qui vont se dérouler. Donc là on joue un laniste en fait, c'est un peu l'idée. Voilà, quelqu'un qui tient une école de gladiateurs. Bon, alors là en termes d'iconographie péplum et d'histoire du péplum, on peut dire énormément de choses parce que la figure du gladiateur, c'est évidemment déjà
film de Kubrick, Oui. le film Spartacus de Kubrick qui a mis en lumière un film qui était un des films à tendance socialiste dans l'Amérique d'Hollywood après le McCarthyisme, avec aux commandes du scénario Dalton Trumbo qui était une bête noire justement de McCarthy parce qui avait fait des scénarios qui pouvaient être à tendance sociale. Spartacus, c'est un film justement sur la révolte d'un esclave contre le pouvoir Bien établi, avec des scènes de loup douze, donc des scènes d'école de gladiateurs qui sont restées dans les annales et qui ont donné ensuite toute une iconographie du gladiateur qui a continué de traverser les films, même si il arrive à la fin de la première phase du péplum. Hein. C'est ce film de Kubrick, c'est je crois au début des années 60, et à partir des films Cléopâtra et la chute de l'Empire romain en 63-64, c'est de tels désastres financiers qu'on arrête de faire des péplums. Donc, mais par contre, il y a eu le revival du loup douce avec la série Spartacus aussi, je crois, tout simplement, série récente Spartacus, qui elle est historiquement contestable. On sait tout ce que trimballe cette série en termes de scènes érotiques, en termes aussi de musique extrêmement rock au moment des combats. Voilà, c'est des choses qui misaient pas complètement sur l'historicité. Oui. Au moment où il y avait quand même ce nouvel engouement qui a été porté au cinéma, on l'a dit tout à l'heure, par Gladiator, et en même temps la série Rome sur HBO qui a beaucoup aidé, cette fois plutôt à ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire la volonté de donner un petit peu plus d'historicité. Parce que Rome avait beaucoup bossé là-dessus, même si elle n'est pas irréprochable en termes d'historicité. Elle marque une grosse différence avec Gladiator, qui ne se soucie absolument pas de l'historicité des combats de Gladiator. Ouais. Rome, d'ailleurs, les étudiants en histoire de chez nous le savent bien, c'est une série dont on parle en cours aussi pour certaines représentations. Ça reste une référence. Comme référence du travail qu'on peut faire sur ce genre d'œuvre. Oui, qui est là encore une fois pas un travail absolu. On ne nous présente jamais le consulat comme collégial, par exemple. Il y a des erreurs qui pourraient sembler des grosses erreurs, mais qui, au niveau du propos, sont plutôt là. Rome, en fait, c'est une série qui se fonde vraiment sur le théâtre shakespearien, à mon sens. Oui. Sur la lecture de Plutarque, et qui dit lecture de Plutarque dit filtre shakespearien. On est sur HBO, on est quand même avec des acteurs qui, je crois, sont peut-être un peu britanniques, non pour certains. Je ne veux pas dire de bêtises. C'est pas impossible, mais là, de tête comme ça, je ne saurais pas te dire. Voilà, donc il y a cet héritage du théâtre, et dans la manière dont c'est filmé. On a d'ailleurs dans Rome, si tu te souviens, Tom, mais il n'y a pas de plan large. Normalement, il y en a très peu. Le péplum, c'est le genre du plan large, où on peut montrer des milliers de figurants en train d'acclamer Cléopâtre ou de mener une grande bataille. Rome fait l'économie de ces scènes-là, pour des raisons économiques précisément, mais aussi parce que en créant volontairement des frustrations. On est quand même dans une série de l'époque, la grande époque de transition des séries, le début des années 2000, où commencent vraiment des grosses franchises comme The Wire, comme des séries influencées par Lost et tout cet univers de séries qui ont vraiment pris et qui ont renouvelé le genre de la série, et ils créent des frustrations. Moi, c'est ce que j'ai trouvé génial, c'est que la première fois que j'ai vu cette série, je découvrais aussi ce renouvellement des séries, et on s'attend à voir telle grande bataille qui est si célèbre dans l'Antiquité, et puis on arrive, hop, la bataille est finie, on voit les dernières images de la bataille, et ça ne nuit pour autant pas au propos. Au contraire, ça lui donnait un petit peu plus de sel. Donc c'est vraiment un moment de transition qui n'a pas été repris partout. Et c'est pour ça, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, est-ce qu'on va dans le sens systématiquement de la fidélité à l'histoire? À mon sens, il y a des branches. C'est vraiment, on reste sur des branches. Ça veut dire que ça dépend des choix narratifs. C'est-à-dire que Rome, c'est une série politique. On suit des politiciens, on suit les intrigues politiques de la ville. C'est pas une série d'action. Non, donc, effectivement, les grandes batailles, on n'a pas besoin de les justifier. Et en même temps, ça fait partie des premières séries qui nous montraient vraiment des scènes de combat gore. Oui. Mais on est sur du combat à plus petite échelle, pour le coup. Clairement. Alors que moi, le film que j'ai en tête, c'est 3, parce qu'il y a une anecdote dont je me souviens dans 3. Il y a des gens qui s'étaient amusés à faire le calcul sur la scène de la bataille de fin où tout le monde arrive en bateau. Des gens qui s'étaient amusés à calculer qu'en fait, il y avait plus de gens sur les bateaux qu'en Europe à l'époque. Et oui, non, ça fait partie aussi des monuments du genre. Pareil, le film 3 début des années 2000, c'est le renouvellement. Le néo-péplum dont on parlait tout à l'heure, c'est aussi un péplum, et ça c'est ce qu'a montré Frédéric Lambert,
qui va aller plus souvent chercher qu'avant à l'Antiquité grecque. Ouais. Il y a vraiment un engouement pour l'Antiquité romaine dans la première phase du péplum, et dans le néo-péplum, on va trouver un petit peu plus de références à la Grèce antique. Troyes en est un très bon exemple, hein, qui a, je pense, marqué sa génération aussi, parce que du fait du choix des acteurs, du fait de la démesure du film aussi. Mais cette Antiquité grecque, elle est plus mise en avant, ça c'est très intéressant. Notamment, là, il y a un film qui va bientôt sortir, ou qui va bientôt sortir, sur le retour d'Ulysse. Oui, ça c'est quand même oui, assez tout à incroyable. fait, qui a été annoncé avec pareil un casting qui Avec devrait. un casting de Ralph Fiennes notamment, Juliette Binoche, je crois. On pense pas au même film, je pense. Peut-être pas. Parce qu'il y a un autre film qui a été annoncé du coup sur Ulysse avec Tom Holland, Zendaya. C'est pas la même C'est génération. Pas la même génération, ouais, tout à fait. C'est tout pas à la même fait. génération. Il y a peut-être le départ d'Ulysse et le retour d'Ulysse. C'est possible, Dans ce cas-là. à moins que les acteurs de cette génération jouent les enfants, à moins que ce soit Télémac. Je suis pas sûr que ça a été annoncé, ou alors ça peut être une forme de réécriture aussi éventuellement, mais. Là, il y a la bande-annonce. Ralph Fiennes, qui avait d'ailleurs déjà fait du péplum et qui avait fait un péplum que j'adore, qui s'appelle Ennemi juré en français, Coriolanus en anglais, Ok. et qui est une adaptation, là encore, d'une pièce de Shakespeare, qui est l'adaptation de la pièce Coriolan de Shakespeare, qui est elle-même l'adaptation de la biographie de Coriolan de Plutarque. Coriolan, c'est un personnage que, si vous n'êtes pas spécialiste de la Rome antique, vous n'êtes pas censé connaître. C'est un personnage qui est un traître des origines de Rome, qui a trahi Rome parce que il ne voulait pas donner du pouvoir à la plèbe. Donc il y a une dimension sociale dans le destin de Coriolan, qui est un héros militaire, un défenseur de l'aristocratie romaine, des patriciens romains, et qui est exilé de sa patrie malgré ses bons services parce qu'il est trop violent vis-à-vis de la plèbe, et qui finalement va faire la guerre avec son ancien ennemi contre Rome, jusqu'au moment où eh bien, sa mère et sa sœur vont venir dans son camp le persuader, alors qu'il assiège Rome, de cesser le combat par amour pour la famille, ce qu'il va faire avant d'être finalement assassiné par ses alliés désormais de nouveau trahis. Enfin, c'est une histoire dramatique, c'est une histoire de choix personnel, de division entre le devoir et la famille, les fameux choix cornéliens derrière, et qui a été adapté ici dans une version qui est à la fois moderne et antique. C'est-à-dire que la Rome de ce Coriolan, c'est une Rome contemporaine et presque balkanique. C'est un film qui a été tourné, je crois, aussi en partie dans les Balkans, et avec plusieurs pays partenaires. Et c'est vraiment Rome dans le monde contemporain. C'est-à-dire que la télé romaine, le Sénat romain, ils sont en costard. Il y a des talk shows qui sont en fait l'équivalent des contiones à l'époque républicaine. Il y a cette volonté d'adaptation. Les Romains ont des équipements militaires américains des années 90, et les Vols, qui sont leurs ennemis, eh bien, eux ont des Kalachnikov et des équipements plutôt qui évoquent en fait la guerre des Balkans. Et le tout est une adaptation donc de la pièce de Shakespeare, c'est-à-dire que les personnages s'expriment en vers. Et quand même, l'affiche, c'est Ralph Fiennes dans le rôle principal, Gérard Butler, Jessica Chastain. Ils ont été chercher vraiment des grandes stars qui, je pense, ont fait aussi du théâtre et qui déclament des vers de Shakespeare qui sont censés se passer à l'époque romaine dans un monde contemporain. C'est un bijou. Ok, mais voilà. je me le note parce que ça m'intrigue beaucoup ce que tu me dis là. C'est génial. Mais ok, très marrant. Dans le chat, on a Kawa qui nous dit en manga, il y a Danmachi qui reprend beaucoup de divinités antiques. On va aller jeter un œil à ça si tu veux. Et on a Ragan Lebrun 30 qui dit Thémis s'est étonné de tout savoir. Et plus loin, ce savoir avec 3 points d'exclamation. Ok, ça c'est des private jokes de la famille. J'ai cru comprendre chaque fois que Ragan Lebrun est là. Si tu nous... Je comprends que c'est des private jokes. Alors, Danmachi nous dit Kawa. Alors, où sont les divinités ? Alors là, si vous voyez pas, je commande pendant que Tom cherche. On est sur de l'iconographie qui est 100% manga japonais pour totalement. Et on cherche une image qui puisse nous permettre de voir peut-être de l'antique, mais aussi bien on ne voit pas l'antique, on n'a que les noms et les attributs. Oui, puisque là, dans les images qu'on a en tout cas, il n'y a rien. Ouais, on est très évocateur. Par contre, c'est très très évocateur des codes du manga. On a la tenue de soubrette, on a. Là c'est. Ah mais si, ça me dit quelque chose. Je crois que le personnage ici, c'est censé être Estia, si je dis pas de bêtises.
Ça Ok. me dit quelque chose. Donc, la déesse grecque du foyer, si je dis pas de bêtises, Mhm. dont on... Du coup, voilà, le sous-titre du manga étant est-ce que c'est mal de vouloir séduire des filles dans des donjons? Donc je pense qu'on parle de donjons dans le sens donjons et dragons et pas Oui, voilà. oui, bien Enfin, sûr. ou alors c'est pas ou alors je vais regretter d'avoir cherché ça sur le PC, sur le PC du travail. Non, mais c'est bon, le pare-feu t'a pas empêché, donc Mais ça voilà, va, c'est validé. Ouais, donc là on doit être vraiment sur une reprise des évocations peut-être de noms Ouais, ou c'est possible. d'éléments, mais c'est vrai que visuellement on n'a pas grand-chose à commenter. Mais on y retrouve un peu ce que tu disais sur Yu-Gi-Oh tout à l'heure, c'est que dans le milieu, Mm. chez les Japonais, notamment, il y a un manga japonais aussi qui est Terma Eromae, qui, je veux pas dire de bêtises, alors le nom de l'autrice, je vais pas m'en souvenir précisément, mais qui est un manga fondé sur le principe d'un voyage temporel, un architecte romain qui prend des bains dans des thermes, donc qui rêve de construire des établissements thermaux les plus beaux possibles, et qui un jour s'endort dans les thermes romaines et se réveille dans un bain japonais contemporain. D'accord. Et il passe à chaque fois un petit moment dans le Japon contemporain. Il découvre des éléments des établissements de bains japonais. Et les idées lui paraissent à chaque fois merveilleuses. Et puis il est réaspiré dans son monde et son époque. Et il va apporter à Rome les innovations. C'est génial Ouais, comme c'est assez marrant. C'est le assez concept marrant. est excellent. Le concept est excellent. Je crois qu'il doit y avoir au moins 4 mangas. Ils sont à la BU de l'université de D'accord. Nîmes. Si vous voulez les lire, j'avais emprunté les 2 premiers. Ils sont à la BU. Elle a fait aussi, je crois, la même autrice. Je crois que c'est Marie. Je sais plus quel est son nom. Voilà, je veux pas dire de bêtises, mais C'est quoi le nom? On peut le trouver. c'est Therma Eromae. Elle en a fait un aussi sur Pline, sur la vie de Pline l'Ancien, si je dis pas de bêtises. Mari Yamazaki. Marie Yamazaki, merci. Et apparemment, il y a une adaptation animée. Et il y a une adaptation animée qui est sortie sur Netflix il y a 1 an ou 2. Ok. Si vous êtes plus animé que manga, moi je vous conseillerais plutôt les mangas. J'avais eu du mal à rentrer dans l'animé. Mais ouais, c'est à connaître. Et on voit un petit peu la fascination des Japonais pour les mythes et le monde antique, comme nous, on peut avoir des fascinations pour le passé médiéval, Oui. médiéval japonais. Et les réinterprétations qui sont faites, les croisements qui sont faits sont souvent assez marrants. On parlait de Castlevania tout à l'heure. Alors là, Castlevania, les adaptations de jeux vidéo, si je dis pas de bêtises, sont des adaptations japonaises. Oui, sur les ouais. adaptations animées, ouais. Tout à Oui, fait. puisque c'est Konami qui a fait les premiers, du mythe de Bram Stoker et du mythe de Dracula. Et là, récemment, pareil, sur Netflix, il y a une série sur Castlevania, Tout à fait. qui cette fois est faite par des Américains, si je dis pas de bêtises. Alors ça, je suis pas sûr. Et je où connais on pas ça. croise l'Antiquité, la Révolution française et les mythes des vampires. Tout à fait. C'est assez rigolo de voir comment l'Antiquité peut se retrouver aussi dans des œuvres pop qui sont pas du tout à sujet antique initialement. Et là, ce sont les divinités égyptiennes notamment qui sont mises en avant. Divinités égyptiennes qui sont d'ailleurs un peu les absentes du néo-péplum, alors qu'elles sont Oui, c'est vrai. présentes dans les jeux vidéo. C'est vrai, c'est Ouais. vrai. Bah, les divinités égyptiennes, souvent, elles apparaissent beaucoup dans les jeux vidéo, mais au milieu d'autres. Oui. C'est plus rare aujourd'hui de voir quelque chose. Enfin, en tout cas, de l'impression que j'ai, c'est que c'est plus rare de voir des choses centrées sur elles. J'ai des exemples de jeux qui me viennent en tête. Smite, que j'aurais pu te montrer d'ailleurs, qui est un jeu d'arène un petit peu comme League of Legends. C'est un peu le même concept de jeu, mais on joue que des dieux issus de toutes les D'accord. mythologies. Ouais. Là, on retrouve Zeus qui va côtoyer Ra, qui va côtoyer même la Baba Yaga et des divinités, D'accord. Ok, c'est le Fortnite des gauloises. dieux. C'est un peu le Ok. Fortnite des dieux. Il y a des mythologies japonaises, polynésiennes qui sont dedans. Mais c'est vrai que. Par contre, sur le manga Péplum, moi, il y en a un que j'avais envie de mentionner. C'est Historier. Oui, voilà, Hitoshi Iwaaki, que vous connaissez peut-être pour Parasite, qui est le même auteur donc du coup que le manga Parasite, pas le film de Bong Joon-ho, D'accord. et qui raconte la vie de Eumen, le diadoque d'Alexandre le Grand, Oh. qui là est un manga biographique sur ce personnage, Ah oui. dans un style très particulier. Alors on a un Alexandre le Grand qui évoque, qui a un visuel, je peux te le trouver, qui va évoquer peut-être un petit peu plus des personnages comme Griffith dans Berserk, Oui. des choses comme ça. Donc c'est très japonais, mais c'est raconté de cette manière-là. Voilà, le Alexandre le Grand qu'on a Ah au oui, début d'accord. de l'aventure.
C'est un puis peu Harry Potter quand même. Voilà, et puis Ouais. ensuite avec des reprises un petit peu plus. Ah oui, bah là c'est clairement. Voilà, après on retrouve sur les Est-ce couvertures. que le public voit Non, est-ce que le nos public viewers- voit pas Ah non, encore. Je peux vous l'afficher. Ouais, ce serait pas mal. Là, c'est une reprise dans un style traditionnel d'iconographie japonaise, des représentations d'Alexandre. Ça, c'est un manga que je recommandais pour le coup quand Ouais. j'étais tuteur en licence d'histoire. Je recommandais pas mal ce manga parce qu'il était super intéressant. Surtout que, bon, Les Diadoques. les diadoques, c'est Et ouais, toute une histoire. Mais c'est un manga qui permet de s'y intéresser, qui est assez intéressant et qui, je vais pas, enfin, c'est pas une source historique fiable Ouais. à 100%, mais il y a un vrai travail qui a été mené derrière, qui est quand même assez intéressant à les regarder. c'est super intéressant de parler de ça parce que déjà l'histoire des Diadoques, c'est un peu le parent pauvre dans l'histoire ancienne en termes d'intérêt déjà des sources antiques. Alors, c'est fascinant parce que le choix déjà du personnage de Mène de Cardia, c'est un choix qui peut sembler vraiment de spécialistes parce que Mène de Cardia qui fait partie effectivement des compagnons d'Alexandre, c'est un personnage qui a eu un destin assez époustouflant puisqu'il devient ensuite dans les guerres qui succèdent la mort d'Alexandre l'un des ennemis numéro un des principaux tenants du pouvoir, des principaux rois hellénistiques. Il va se battre pendant des années contre Antigone le Borgne jusqu'à être repoussé Alors, au si fin je dis fond. pas de bêtises, alors ça fait un moment que je l'ai Ouais. pas lu, mais si je dis pas de bêtises, d'ailleurs, le manga commence avec Antigone le Borgne. Ouais. Où on suit du coup les affrontements entre Mène et Antigone, et il y a une partie de l'histoire qui est racontée en flashback. Oui. Mais Bah, si je dis pas de bêtises, au début on est face à Antigone le Borgne qui gagne son surnom. effectivement, qui combat eux-mêmes pendant des années, qui finit par l'acculer dans une forteresse en plein milieu de l'Asie centrale après des années de combat. Personne ne misait sur Eumène de Cardia au départ, qui s'avère être un excellent général, alors qu'il était plutôt un homme je crois qu'il avait un statut particulier. Je me demande si c'était pas au sein des archives d'Alexandre. Enfin bref, c'était pas quelqu'un sur lequel on comptait beaucoup. C'était pas un Macédonien déjà, parmi l'entourage d'Alexandre, Mène de Cardia. Et on le connaît un petit peu parce qu'il avait un lieutenant qui venait de la même cité que lui, qui s'appelle Hieronymus de Cardia, qui fait partie des historiens du règne d'Alexandre, mais qui fait partie des historiens dont on a perdu les travaux et qu'on retrouve par des historiens postérieurs. Et cette histoire des Diadoques, elle a ça de particulier que on a perdu quasiment toutes les sources contemporaines, et en particulier celle de Hieronymus de Cardia, parce que elle était considérée dès l'Antiquité comme trop complexe, trop éclatée, trop peu glorieuse, malgré l'anabase d'Alexandre, hein, malgré vraiment la conquête de ce monde oriental qui a élargi considérablement le monde grec. C'était pas le centre d'intérêt des copistes, et on a perdu énormément de sources sur Alexandre. Alors aller choisir Eumène de Cardia plutôt qu'un Alexandre ou plutôt qu'un Ptolémée, qui sont quand même... Enfin, Ptolémée, c'est le fondateur de la dernière dynastie pharaonique. Enfin, tout le monde connaît le nom Ptolémée sans forcément connaître le Ptolémée des origines. Ça aurait semblé un choix plus évident, mais là, on va choisir un outsider, quelqu'un qui a perdu en plus. C'est pas considéré par les Grecs comme un héros de l'histoire, même si sa résistance inattendue face à Antigone le Borgne est louée dans les sources. C'est assez intéressant. J'aimerais bien le lire. Alors je l'ai pas malheureusement. J'ai Dommage. des liens que je peux t'envoyer où tu peux le lire en scan. Mais oui, moi c'est un manga que j'avais découvert quand j'étais en licence d'histoire. J'étais tombé là-dessus parce que je suis très fan de l'auteur. Son autre œuvre, du coup, Parasite, que je vous recommande à tous et toutes très vivement, est un manga que j'apprécie énormément. Et j'étais tombé sur ça et je fait mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors à l'époque, on était avec Monsieur Pierrot. En plus, on commençait à parler des Diadoques. Voilà. Oui, s'il y a des troisième années qui nous écoutent, globalement, bon moyen de vous mettre dedans avant le début du cours la semaine C'est un prochaine. bon moyen de vous mettre dedans, c'est intéressant et on a ce côté mélange biographique, on raconte de l'enfance, on voit les jeunes compagnons d'Alexandre, puis on les voit s'affronter. Et si jamais il y en a qui suivent un petit peu le manga aujourd'hui, pour moi, ça m'étonnerait pas que ce soit une des inspirations du manga Kingdom, qui est un manga extrêmement populaire du coup qui reprend l'histoire des 3 sagas chinoises, donc les grandes sagas de l'histoire de la Chine médiévale. On retrouve certains éléments là-dedans. Kawa qui nous dit dans le chat, très jolie armure linothorax. Oui, on n'a pas parlé de ici, l'iconographie, mais là, elle est clairement dérivée de la mosaïque d'Issos, où on voit Alexandre de profil exactement sous le même profil, avec cette armure, ce linothorax, comme le mentionne notre viewer, avec la tête de la gorgone au centre du plastron. Ça, c'est l'iconographie qui s'est imposée avec la découverte à Pompéi de la mosaïque de la bataille d'Issos, où Alexandre est en train de charger et d'arriver
Darius de fuir sur son char. Et c'est exactement le Alexandre avec cette coiffure qui est tirée directement des portraits de Lysippe, hein, le sculpteur presque officiel de la cour de Macédoine, ce profil avec le nez très marqué et ce regard avec ses grands yeux. C'est marrant de voir dériver une image antique. Alors normalement Alexandre est à cheval, il tient pas cette épée de cette manière-là, mais clairement on reconnaît. Et puis ici avec un style traditionnel japonais Oui. dans la représentation qui peut évoquer les estampes avec ses sourcils, avec la manière dont on s'en dessine les yeux. Effectivement, il y a une espèce de fusion, c'est intéressant C'est de le assez remarquer. marrant. On le voit un peu chez Mari Miyazaki. Oui. Non, pas Miyazaki, Kawasaki. Voilà, c'est exactement ce que je ne voulais pas faire. C'est terrible. Et forcément, il a fallu que je le fasse. Dans Termae Romae, on a aussi pas cette volonté de... comme ça. Yamazaki. Yamazaki, on était entre les deux. Désolé, madame Yamazaki. Non, ce que je voulais dire, c'est que dans ces œuvres, on a des détournements assez savoureux de statues antiques. Oui. Sur les couvertures de Termae Romae, vous avez des grands classiques de la statue antique avec des serviettes de bain, avec des bonnets pour aller sous la douche. C'est vraiment très drôle. Il y a une imagination vraiment sur ces couvertures qui est louable. Ouais. Et puis souvent, on peut aussi retrouver. Alors, c'est une observation que j'avais pu faire quand je travaillais un peu sur ces sujets-là, une forme de désacralisation de l'histoire antique ou des mythes chrétiens par les Japonais, qui du coup s'amusent beaucoup plus avec, là où en Europe on sait que ça passerait peut-être moins bien, puisque c'est une histoire avec laquelle qu'on connaît un peu plus, qu'on voit comme une histoire plus que comme une iconographie parfois. Et du coup je pense, vous connaissez peut-être dans le chat Évangélion, qui est une des très grandes œuvres très grandes œuvres du manga japonais, qui a redéfini la manière dont on raconte des histoires et dont sont présentés les personnages carrément. L'auteur Hideaki Anno a dit qu'il avait mis beaucoup d'iconographie chrétienne parce qu'il trouvait ça cool. Donc on parle d'anges, on parle de Dieu, on a des croix, on a des crucifixions, mais sans message derrière. C'est parce qu'il trouvait ça cool, ça avait une bonne tête, donc il l'a mis. Oui, c'est un peu ce que j'avais en tête quand je parlais justement de cette récupération japonaise / asiatique de manière générale, parce que je pense qu'on doit aussi avoir des œuvres coréennes et chinoises qui vont dans le même sens, de symboles qui pour nous ont une toute autre signification et qu'on aurait presque parfois scrupule à détourner. Exactement. Et eux, ils n'ont pas du tout ça, alors que nous, globalement, on fait aussi, je pense, l'usage des armures de samouraï et des katanas. Ne serait-ce que le terme samouraï qui récemment a déclenché des débats. Des débats qui sont des débats historiographiques en fait autour de qu'est-ce que c'était un samouraï par rapport à Assassin's Creed Shadows, justement avec le personnage de Yasuke, où il y a eu évidemment avec une dimension politique évidente, mais tout un débat sur qu'est-ce que c'est un samouraï, était-ce un samouraï ou pas, et où tout le monde est allé de son commentaire, à l'exception des historiens qui ont dit ça dépend. Mais voilà, ils sont venus pour apporter l'état des connaissances actuelles, quoi. C'est souvent ça notre mission, c'est de dégonfler les débats en repartant sur les sources et en nuançant les propos. Exactement. Derrière, en venant souvent après l'indignation sur les réseaux sociaux, mais c'est intéressant. Puis c'est pas le premier débat lancé par un jeu. Il y a eu la position de Robespierre dans Assassin's Creed avant ça, déjà. C'est intéressant parce que ça montre que c'est un média qui reprend aussi de l'iconographie, qui reprend des personnages historiques. Qu'est-ce qu'on peut faire dire à des personnages historiques? Est-ce qu'on doit toujours tenir compte des débats lorsqu'on place ces personnages? Bon, les dieux grecs et romains, on a cette distance aujourd'hui avec eux. Ce qui permet d'en faire des personnages pop, ce qui permet de les montrer dans toute cette iconographie péplum et dans des rôles très très différents, avec des apparences différentes et des comportements aussi qui sont pas qui pourraient, si on avait encore des païens parmi nous, prêter à des débats infinis. Alors ce qui est intéressant, et j'en reviens au péplum, c'est que, je le disais tout à l'heure, mais le péplum chrétien, ça fait vraiment partie des éléments fondateurs du genre. Oui.
Et c'est quelque chose qui n'a pas disparu, au contraire. Le néo-péplum présente énormément d'aspects, il y a un très grand nombre de productions qui sont des productions à caractère démonstration biblique. On peut penser à Exodus par exemple, mais il y a vraiment différentes passions du Christ, la passion du Christ de Mel Gibson aussi, dont on pourrait... Il y avait eu Noé à l'époque aussi. Il y avait eu Noé aussi à l'époque. Là, il y a une série sur Marie qui vient de sortir sur Netflix aussi. Il se trouve que j'ai une de mes étudiantes de master qui travaille justement sur la représentation de Jésus dans le péplum, dans le néo-péplum chrétien, sur ces questions-là, et que je vais avoir le plaisir d'animer les débats sur la partie religion justement du colloque, parce qu'il y a un revival alors, est-ce que c'est un revival ou est-ce que ça n'a jamais disparu? Mais en tout cas, ça fait partie des thématiques qui aujourd'hui ont encore le vent en poupe, et ça dit aussi des choses sur notre société. Qu'est-ce qui est conservé aujourd'hui par rapport justement au modèle de la première époque du péplum? Est-ce qu'on y voit une nouvelle forme de religiosité? Comment on réinterprète aussi le comportement de ces personnages autour desquels se sont construites des croyances pendant des décennies, des siècles? Voilà, j'ai pas encore été voir la série sur Marie, mais bon, s'attaquer au personnage de Marie aujourd'hui, reconstruire le personnage de Marie aujourd'hui dans une série, c'est marcher sur des œufs concrètement. C'est sûr. J'ai pas vu encore de polémique là-dessus. J'en ai pas du tout entendu parler, donc je saurais pas te dire. Donc voilà, ce sera le boulot de Charlotte, mon étudiante, qui va travailler là-dessus, qui est en train de travailler là-dessus. Mais ça fait partie aussi des grandes thématiques du néo-péplum. Avec le péplum même classique, moi l'exemple qui me vient tout de suite, c'est les 10 commandements de Cécile B2000, Oui. qui est un film qu'il a fait 2 fois. Du coup. Là, tu soulèves aussi quelque chose de très intéressant, c'est le principe du remake. Exactement, parce que dans le péplum, les histoires sont pas infinies. Ouais. Et on a beaucoup de remakes de la même histoire. Alors les histoires sont pas infinies, on pourrait encore broder quand même pas mal de choses. Sur le retour d'Ulysse, il doit y avoir un film Ulysse, mais j'en ai pas connaissance, mais un film spécifiquement sur le retour d'Ulysse, comme il y en a un qui va bien sortir, que j'évoquais tout à l'heure, il y a pas longtemps. Il y a de la nouveauté, et pourtant on fait le choix de faire des remakes. Alors ça, Frédéric Lambert en parle un petit peu dans sa thèse. Elle explique justement que l'intérêt du néo-péplum, c'est la numérisation de l'image. Ce qui est apparu au début des années 2000 et ce qui permet aujourd'hui de renouveler le genre, c'est justement ces nouvelles technologies. Donc, le remake se justifie quand on a une bonne histoire, une histoire qui marche, et qu'on a envie d'utiliser les nouvelles technologies pour faire en sorte de la rendre peut-être encore plus grandiose. Mais il se trouve que déjà dans la première époque du péplum, on faisait du grandiose, avec des milliers de figurants, avec des décors en carton qui coûtaient des millions. La 20e Century Fox, 20th Century Fox, a fait faillite quand même à cause du Cléopâtre de Mankiewicz. Donc, parce que c'était censé coûter 2 millions au départ, ça en a coûté 40, ça les a mis dans une difficulté financière épouvantable, et ça a tué le genre, globalement, pendant plusieurs années. Donc c'était déjà majestueux, et les technologies d'aujourd'hui vont pas faire un meilleur film. Exemple, le Baignure de 59 qui reste une des références du péplum. Le Baignure de 2016, voilà, je l'ai même pas vu, mais globalement tout le monde me dit c'est tout pour le peine parce que on sait que ça a été un échec relatif. Voilà, parce que c'était déjà grandiose. Qu'est-ce qu'on va apporter de plus? En même temps, de nouveaux films peuvent apporter quelque chose. On projettera même le film Pompéi, alors qui n'est pas sans défaut. Là encore, je laisserai Pauline Ducré nous parler de ce film qu'elle adore, mais l'éruption du Vésuve dans ce film-là, évidemment, faite avec les moyens technologiques d'aujourd'hui, après la vague des films catastrophes depuis 2012, et pareil, le revival des films catastrophes au début des années 2000, grâce à ces techniques-là, ça apporte une nouvelle dimension qui est partie intégrante de ce genre, le néo-péplum. Ouais, je vois l'idée. Non, c'est vrai que cette histoire de remake, après, c'est aussi lié, je pense, au fonctionnement de l'industrie cinématographique en soi, où c'est sûr qu'on pourrait avoir une super histoire qui retrace. On pourrait avoir une série fleuve qui va retracer toute l'histoire d'Alexandre et ses conseillers qui deviennent les Diadoques, des Ptolémées ou Antigone, etc. Faut faire une série. Les Diadoques, faut bosser dessus. Mais c'est vrai que aller vendre ça à un grand public, c'est vrai que ça va être compliqué sur la base. Alors que si on leur dit Baignure, les 10 commandements, Spartacus, tout ça va leur parler. D'ailleurs, aujourd'hui, je n'ai pas montré beaucoup de gladiateurs parce que je sais que sur les gladiateurs, on a
tout et n'importe quoi. Il y a eu beaucoup de jeux, surtout les années 2000. C'est plein de Ouais. jeux de gladiateurs qui prennent des grosses masses d'armes et qui vont s'étriper. Ça, on en parlera dans la table ronde des mais ça, clichés du voilà. péplum. Clairement, je pense que ça va revenir parce que Il c'était. y aurait de quoi faire 5 heures dessus. Quoi. Oui, oui. Mais en même temps, il faut sortir du fact-checking. Il faut voir au-delà ce que Bien ce sûr. que ça révèle. Alors, ce qui est étonnant, c'est que visiblement, là, il y a le choix de la part de certains réalisateurs de ne pas apprendre, même avec le temps. Je pointe personne du doigt, mais tout le monde a compris de qui je parlais. On a un peu parlé de Euh, certains de ces films. Voilà, par exemple. Mais ça peut sembler étonnant. Et on peut faire du spectaculaire en gardant des éléments historiques. Mais dans des spectacles. Alors, il y a certains spectacles historiques, si on peut parler du spectacle vivant aussi, c'est pas. Oui. Mais il y a certains spectacles historiques qui avaient fait le choix de l'historicité. C'était le cas des Grands Jeux romains, quand ils étaient pilotés par Éric Tessier. Et puis, il y a d'autres spectacles qui font le choix plutôt du spectaculaire, plutôt justement de l'héritage péplum. C'est le cas du spectacle du Puy du Fou, par Oui, exemple, hein, totalement. où là on reprend bien des gladiateurs qui ont des masses d'armes, des fléaux d'armes, avec du sang qui gicle. Voilà, c'est deux genres différents qui coexistent, qui font entrer quand même dans l'Antiquité, qui relaient parfois certains clichés qu'on essaiera de déconstruire un petit peu, qui se montrent pour d'autres soucieuses de les déconstruire. Et l'important quelque part, c'est que ça fasse vivre l'Antiquité, mais c'est aussi qu'on soit conscient quand on regarde ces productions, quand on joue à ces jeux, eh bien, des éléments qui sont historiques et de ceux qui font partie de notre culture populaire qui a été véhiculée par le péplum. Globalement, faire un appel à la curiosité des gens aussi, Exactement. à se poser la question de pourquoi c'est représenté comme ça. Est-ce que c'est... Plutôt que condamner, faire appel à la curiosité, ta formule, elle me plaît beaucoup. Eh bah, parfait. Bah, ça pourrait être un mot de la fin peut-être Ouais, pour cette ouais, ouais. émission, parce que moi j'ai plus grand chose à te montrer niveau image, on a eu une discussion. Oula, j'avais pas vu, pardon. Il y a un gros message de Malédal dans le chat. Salut, à propos du remake, il y a aussi un gros truc sur les remakes au niveau financier cinématographique. En général, il y a beaucoup de remakes sur des films qui ont bien fonctionné à un instant T. Star is Born en tête avec 5 remakes, voire 6 de souvenirs. Enfin bref, je pense qu'il y a aussi un très contexte financier. C'est plus facile de vendre des histoires connues qui ont fonctionné, même si le nouveau film est nul, qu'un film pas connu. Ouais, c'est un peu ce qu'on disait. C'est ce que tu disais, Tom, et la remarque est bienvenue. Et ça nous renvoie à ta phrase de fin, c'est faire appel à la curiosité. Parce que si vous avez aimé Game of Thrones, globalement, vous adorerez l'histoire des Diadoques. Oui, c'est clair. Voilà. C'est Il clair. n'y a pas besoin d'imagination. L'histoire est là pour nous vendre tout ce que vous voulez en termes de guerre épique, en termes de trahison abominable, en termes d'inceste et de relations aussi romantiques. Il y a tout dans l'histoire. Il manque juste un réalisateur avec l'ambition, les moyens C'est ça. et les scénaristes pour nous faire quelque chose de concret. Mais carrément. Et si vous aimez le fact-checking, c'est intéressant et c'est fun comme exercice à faire et à suivre. Mais posez-vous aussi la question d'où viennent les connaissances, peut-être. Allez essayer de voir par vous-même et puis devenez le fact-checker que vous auriez rêvé de regarder. Oui, bien sûr. Non, mais voilà. Le tout, c'est de ne pas se limiter au fact-checking. Ouais. Et de pas considérer seulement de manière binaire les productions en disant ça c'est histo, ça c'est pas histo. Je pense que vraiment ça réduit l'emprise critique sur les productions que d'aller seulement chercher ça, même si effectivement c'est toujours gratifiant pour un historien quand on a les connaissances de se dire ah là j'ai vu une bêtise, mais on peut aller plus loin. Bien sûr. L'historicité, c'est pas une pièce qu'on lance, c'est un spectre vraiment sur lequel on peut placer les histoires. Et aussi comprendre que des fois, des conditions de budget, de moyens financiers, de moyens humains, de moyens techniques, des conditions parfois narratives font qu'on peut pas toujours respecter l'historicité à 100%. Et du coup, avoir un regard critique sur tout ce qu'on fait, être curieux sur ce qu'on fait, ce qu'on voit, ce qu'on écoute, ce à quoi on joue. Et puis voilà. Et venir découvrir le colloque Immortel Péplum. Exactement, justement. La curiosité de venir aussi dans des... quand vous voulez, autant que vous voulez, globalement, puisque c'est entrée libre, gratuite. Vous pouvez rester pour une communication, vous pouvez rester pour une demi-journée, une journée entière. Pensez à, en tout cas, venir nombreuses et nombreux. Nous, on serait ravis de faire vivre ça devant un public important. On fait venir beaucoup de monde, beaucoup de chercheurs. On va faire venir vraiment des pointures sur la question, des personnes qui travaillent sur la transmission, sur la vulgarisation, sur le fond justement cinématographique, historique de ces questions-là.
Je le disais tout à l'heure, Frédéric Lambert, dont j'ai beaucoup parlé, sera là. Fabien Bièvre-Perrin, le fondateur d'Antiquipop, Pop, sera là aussi. On a voulu que les personnes qui comptent en France dans ce domaine-là soient présents. Donc c'est l'occasion de venir de les voir parler anime, et ça c'est rare et c'est cool. Et si vous pouvez pas être présent sur place, on aura aussi une partie du coup rediffusée sur Exactement, Twitch, ouais. pour pouvoir suivre quand même cet événement-là. Et puis Les tables rondes des après-midi, et une partie justement des communications des après-midi. C'est Tom qui sera au platine. et on est ravis de pouvoir faire ça. On espère que tout va bien fonctionner. Mais pour l'ouvrir au maximum, on va faire ça grâce à Tom. On va faire en sorte que tout fonctionne bien. Ouais, exactement. Et puis voilà. Mais en tout cas, merci beaucoup Romain pour cette émission. C'était très chouette. Je passais un très bon moment. J'espère que dans le chat, vous avez apprécié, vous avez appris des trucs. Du coup, Immortal Peplum, on rappelle les dates quand même. 13, 14, 15 février de cette année. Voilà. Le programme, il est disponible sur le site de l'université. Exactement. Si jamais il y a besoin. Et puis, d'ici là... portez-vous bien. Merci beaucoup d'avoir suivi le chat. Merci pour les discussions qui étaient très intéressantes. Merci à toi, Romain. Et à très bientôt. À bientôt. Merci Tom pour les choix iconos. J'espère que ça vous aura donné envie de jouer aussi aux jeux vidéo sur l'Antiquité, de la découvrir par là. Et puis venez encore une fois, nombreuses et nombreux, à cet événement. Super. Merci beaucoup tout le monde. À très bientôt. Nous on se retrouve lundi dans Unimatin du coup pour les gens qui suivent la chaîne Twitch de l'université. Et voilà. Merci Romain. À bientôt.